Elle se réveillait avant le lever du soleil, non par choix mais par peur. Son corps souffrait du sol froid où elle dormait chaque nuit, entre de vieilles caisses et des chiffons, que sa belle-mère appelait son lit. Mais ce matin-là serait différent. Ce matin-là, un homme puissant frapperait à la porte et changerait tout, pour toujours. Avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et écrivez dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Laure avait 18 ans, mais elle semblait porter le poids de 30. Ses yeux marrons, qui avaient un jour brillé de rêves de jeune fille, ne reflétaient plus que la fatigue. Ses mains, autrefois délicates, étaient calleuses à force de frotter, laver, cuisiner et servir. Elle n'était pas une servante, elle était la fille du propriétaire de cette maison. Mais depuis que son père était mort il y a 5 ans, laissant tout entre les mains de sa seconde épouse, Carmen, Laure était devenue moins qu'une ombre. Carmen était une femme de 42 ans, mince et anguleuse, avec de petits yeux qui semblaient calculer la valeur de chaque chose et de chaque personne autour d'elle. Elle avait épousé le père de Laure lorsque la jeune fille n'avait que 10 ans, 3 ans après le décès de sa vraie mère. Au début, elle feignait la gentillesse, souriait à son mari, caressait la tête de Laure, promettait d'être une bonne belle-mère. Mais dès que le père tomba malade, le masque commença à glisser, et lorsqu'il ferma finalement les yeux pour la dernière fois, le masque disparut complètement. Laure se souvenait du jour de l'enterrement. Elle portait encore sa robe de deuil noire lorsque Carmen entra dans la pièce qui lui appartenait autrefois, une suite spacieuse au premier étage de la maison de maître, au cœur de Val-d'Or, en Auvergne. Sa belle-mère était accompagnée de 2 domestiques et ordonna de retirer toutes les affaires de Laure. « Tu n'as pas besoin de tant d'espace », avait dit Carmen avec un sourire glacial. « Une jeune fille de ton âge devrait apprendre l'humilité. Tu dormiras à la cave. Il y a un coin parfait là-bas pour que tu médites sur la gratitude. » Laure tenta d'argumenter. Elle rappela que c'était la maison de son père, qu'elle avait des droits. Mais Carmen se contenta de rire. « Des droits? Ton père n'a pas laissé de testament, ma chère. Cette maison est maintenant la mienne, et tu y vis par ma générosité. Si les règles ne te plaisent pas, la porte de la rue est ouverte. » À 13 ans, sans aucun parent vivant, Laure n'avait nulle part où aller. Elle accepta la cave, accepta les tâches interminables, accepta les insultes quotidiennes, car elle croyait naïvement que si elle était assez obéissante, si elle travaillait assez dur, peut-être Carmen finirait-elle un jour par la traiter avec dignité. Mais la dignité ne revint jamais, seulement plus de travail, plus d'humiliation, plus de solitude. Le réveil interne de Laure sonnait toujours à 4h30 du matin. Il n'y avait pas d'horloge à la cave, mais son corps avait appris à reconnaître le moment exact où l'obscurité commençait à s'éclaircir dehors. Elle se levait du matelas fin et taché, sentait ses genoux protester, son dos se plaindre. Elle avait 18 ans, mais elle se déplaçait comme une femme de 50. La première tâche était toujours la même, allumer le poêle à bois dans la cuisine. Carmen aimait se réveiller à 6 heures du matin avec l'odeur du café frais et du pain chaud. Si le café n'était pas prêt, Laure n'avait pas de petit déjeuner. Si le pain était brûlé, Laure n'avait pas de déjeuner. C'était ainsi que cela fonctionnait. Ce matin de mars 1928, Laure monta silencieusement les escaliers de la cave, pieds nus pour ne réveiller personne. La maison était grande, une construction de maître à 2 étages avec d'épais murs de pierre et de hautes fenêtres à volets en bois. Elle avait été belle un jour, lorsque le père de Laure vivait encore. Maintenant, elle était négligée, le jardin poussant à l'état sauvage et les murs ayant besoin d'une nouvelle couche de peinture. Laure entra dans la cuisine, prit le bois de la pile à côté du poêle et commença à allumer le feu. Ses mains travaillaient automatiquement, cassant de petits brindilles, arrangeant les bûches, soufflant sur les braises jusqu'à ce que les flammes prennent. En attendant que l'eau bout, elle préparait la pâte à pain, farine, eau, sel, levure, pas de sucre ni de lait. Carmen disait que c'était du gaspillage pour le pain de la servante. La servante, c'était ainsi que Carmen l'appelait maintenant, jamais plus par son nom. Parfois, c'était juste vous ou fille, dit avec dédain.
Laure avait appris à répondre à n'importe lequel de ces termes. À 6 heures précises, Carmen descendit les escaliers. Elle portait un peignoir de soie bleue, cadeau de son défunt mari, et des pantoufles de velours. Ses cheveux gris étaient serrés en un chignon strict, accentuant les traits durs de son visage. « Le café est prêt ?» fut la première chose que Carmen dit, sans même regarder Laure. « Oui, madame », répondit Laure, servant une tasse fumante sur la table déjà dressée. Carmen s'assit, goûta le café et fit une grimace. « Il est faible. Vous avez encore économisé sur le café ?»« Non, madame. J'ai utilisé la même mesure que d'habitude. »« Ne discutez pas avec moi, » coupa Carmen, frappant la tasse sur la soucoupe. « Apprenez à faire du café correctement. Sinon vous passerez la journée sans manger, compris ?» Laure baissa la tête. « Oui, madame. » Le pain sortit du four, doré et parfumé. Carmen en prit un morceau, le beurra, le mangea en silence tout en feuilletant un vieux journal. Laure resta debout à côté de la table, attendant des ordres, l'estomac grondant doucement. Elle n'avait pas mangé depuis le dîner de la veille, une soupe de légumes clairs qui restait du déjeuner de Carmen. « Aujourd'hui, nous aurons une visite importante », annonça Carmen soudainement, toujours les yeux sur le journal. « Le baron Henri de Valois viendra ici à 10 heures du matin. » Laure écarquilla les yeux. Le baron Henri de Valois était une figure légendaire à Val-d'Or, propriétaire de 3 domaines viticoles, d'une mine d'argent désaffectée, qui était maintenant une attraction touristique, et de la moitié des terres autour de la ville. On disait qu'il était veuf, qu'il avait perdu sa jeune épouse il y a 10 ans dans un accident de calèche. Depuis, il vivait reclus dans son hôtel particulier, au sommet de la colline, ne sortant que pour affaires. « Le baron ?» répéta Laure, surprise. « Ici ?» Carmen leva enfin les yeux de son journal, et il y avait une lueur calculatrice en eux. « Oui, ici. Il cherche quelqu'un pour s'occuper de sa bibliothèque privée. Quelqu'un qui sache lire, écrire, organiser des livres. J'ai pensé à vous. » Laure sentit son cœur faire un bond. S'occuper d'une bibliothèque loin de cette maison semblait trop beau pour être vrai. Et c'était probablement le cas. « Pourquoi avez-vous pensé à moi, madame ?» demanda Laure avec prudence. Carmen sourit, mais il n'y avait aucune chaleur dans ce sourire. « Parce que, ma chère, si le baron vous embauche, vous partez d'ici et je serai enfin débarrassé du fardeau de subvenir aux besoins d'une bouche inutile. » Les mots de Carmen auraient dû faire mal, mais Laure était déjà trop endurcie pour sentir quoi que ce soit. Au lieu de cela, elle sentit quelque chose de différent grandir dans sa poitrine. L'espoir. Un espoir petit et fragile, mais réel. La possibilité de quitter cette maison, de ne plus se réveiller dans la cave froide, de ne plus servir cette femme cruelle. « Vous avez 2 heures pour rendre cette maison impeccable », ordonna Carmen en se levant de table. « Nettoyez le salon, époustez tous les meubles, lavez le sol, et ensuite prenez un bain. Je ne veux pas que vous apparaissiez devant le baron en ressemblant à une mendiante. » Laure acquiesça et se mit au travail. Elle commença par le salon. Une pièce vaste avec de vieux meubles en palissandre, un canapé en cuir usé et une bibliothèque remplie de livres poussiéreux que personne n'avait touchés depuis des années. Son père aimait ces livres. Il passait des heures à lire à Laure quand elle était petite, lui apprenant les lettres, les mots, les histoires. C'est son père qui lui avait appris à lire à 5 ans. C'est lui qui avait nourri sa curiosité, lui disant que l'éducation était la plus grande richesse qu'il pût lui laisser. Et il avait raison. Même après tout, même traitée comme une servante, Laure savait encore mieux lire que beaucoup de gens en ville. Cette capacité pourrait maintenant être son salut. Elle nettoya chaque recoin du salon avec un soin méticuleux, épousseta les livres un par un, passa le chiffon sur les meubles jusqu'à ce qu'ils brillent, balaya et lava le parquet. Quand elle eut fini, le salon était méconnaissable, presque aussi beau qu'au temps de son père. À 9 heures, Laure monta à la salle de bain. C'était une salle de bain simple, avec une douche froide et un miroir fêlé. Elle se déshabilla, regarda son reflet et se reconnut à peine. Elle était trop maigre, les os de ses côtes visibles, les bras fins mais musclés par le travail acharné,
Les cheveux châtain foncé, autrefois brillants et soyeux, étaient maintenant ternes et cassants, par manque de nutrition adéquate. Elle prit rapidement sa douche, se lava les cheveux avec le savon bon marché que Carmen achetait, se sécha avec une serviette rêche. Elle n'avait pas de belle robe. Tout ce qu'elle possédait, c'était 3 robes simples, toutes rapiécées, toutes délavées. Elle choisit la moins pire, une robe bleu marine qui avait appartenu à sa mère, et la revêtit avec soin. À 10 heures précises, une élégante calèche s'arrêta devant la maison. Laure était dans la cuisine, nerveuse, les mains moites. Elle entendit Carmen ouvrir la porte, elle entendit une voix masculine grave et ferme. Le baron était arrivé. « Soyez le bienvenu, baron Henri, » dit Carmen d'une voix mielleuse que Laure n'avait jamais entendue auparavant. « C'est un honneur de vous recevoir dans notre humble demeure. »« Bonjour, madame Carmen, » répondit-il. « J'ai reçu votre lettre concernant la jeune femme qui pourrait m'aider avec ma bibliothèque. »« Oui, ma belle-fille Laure, elle est très intelligente, elle sait lire et écrire parfaitement. Mon défunt mari, que Dieu ait son âme, a tenu à l'éduquer. Venez, venez au salon. » Laure entendit des pas s'approcher. Elle lissa sa robe de ses mains tremblantes, respira profondément. La porte de la cuisine s'ouvrit, et Carmen apparut, suivie d'un homme grand. Le baron Henri de Valois avait environ 45 ans. Il était grand. Il devait mesurer près de 1,90 m, avec des épaules larges et une posture droite. Il portait un costume sombre, impeccablement coupé, un gilet gris et une cravate noire. Ses cheveux étaient châtain foncé avec des mèches grises aux tempes, coiffées en arrière avec de la pommade. Il avait un visage anguleux, une mâchoire forte, un nez droit et des yeux d'un marron si foncé qu'ils semblaient noirs. Il y avait quelque chose de sévère dans son expression, mais pas cruel, juste sérieux, fatigué peut-être. Il regarda Laure et elle sentit le poids de ce regard. Ce n'était pas un regard qui la déshabillait ou la jugeait superficiellement. C'était un regard qui voyait vraiment, qui observait. Laure garda les yeux baissés par habitude, mais quelque chose en elle voulait lever la tête, voulait rencontrer ses yeux sombres. « Voici Laure », présenta Carmen d'une voix toujours mielleuse. « Laure, saluez le baron. »« Bonjour, monsieur », dit Laure doucement, faisant une petite révérence. « Bonjour », répondit-il. La voix était profonde, calme. « Votre belle-mère m'a dit que vous saviez lire. »« Oui, monsieur, mon père m'a appris. »« Et aimez-vous les livres ?» Laure leva finalement les yeux et rencontra les siens. « Oui, monsieur, beaucoup. » Quelque chose passa sur le visage du baron, si vite que Laure le manqua presque. De la surprise, peut-être, de l'intérêt. Elle n'était pas sûre. Il se tourna vers Carmen. « Puis-je tester ses compétences ?» « Bien sûr, bien sûr. » Carmen courut presque jusqu'à la bibliothèque et attrapa un livre au hasard. C'était un épais volume de poésie de Castro Alves. Elle le tendit au baron. Henri ouvrit le livre à une page quelconque et le tendit à Laure. « Lisez ce poème à voix haute, s'il vous plaît. » Laure prit le livre de ses mains tremblantes. La page était ouverte sur le navire négrier. Elle commença à lire, la voix basse au début, mais gagnant en force à mesure que les mots coulaient. « Seigneur Dieu des misérables, dites-moi, Seigneur Dieu, si c'est folie, si c'est vérité tant d'horreur devant les cieux. » Elle continua récitant les vers avec une émotion qu'elle ne s'attendait pas à ressentir. Les mots de Castro Alves sur la souffrance et l'injustice résonnaient profondément dans sa propre âme. Quand elle eut terminé le passage, il y avait des larmes au coin de ses yeux. Le baron l'observait avec une expression indéchiffrable. Carmen semblait impatiente, tambourinant des doigts sur le bras de sa chaise. Le silence s'étendit pendant de longues secondes. « Vous comprenez ce que vous avez lu ?» demanda Henri finalement. « Oui, monsieur, » répondit Laure, essuyant discrètement ses yeux. « C'est sur la souffrance des esclaves sur les navires négriers, sur l'injustice et la douleur. Et que pensez-vous de cette poésie ?» Laure hésita. Personne ne lui avait jamais demandé son opinion sur quoi que ce soit, mais quelque chose dans le regard du baron l'encouragea à être honnête. « Je pense qu'elle est vraie. Je pense qu'elle parle de la façon dont certaines personnes en traitent d'autres, comme si elles n'étaient pas humaines.
comme si elle n'avait pas de sentiment ou de droit. Le baron acquiesça lentement. Une analyse perspicace. Il se tourna vers Carmen. Elle convient. Quand peut-elle commencer? Carmen sauta presque de sa chaise. Vous pouvez l'emmener aujourd'hui même. Elle n'a pas beaucoup d'affaires. Ce sera rapide aujourd'hui. Laure ne put cacher sa surprise dans sa voix. Oui, aujourd'hui, dit Carmen brusquement, le masque de gentillesse glissant un instant. Le baron est un homme occupé. Nous ne pouvons pas le faire attendre. Henri regarda de Carmen alors, et cette expression indéchiffrable revint. Si mademoiselle ne voit pas d'inconvénient à commencer aujourd'hui, ce serait pratique. J'ai beaucoup de travail accumulé dans la bibliothèque. Laure voulait crier que oui, qu'elle était prête, qu'elle pouvait partir à ce moment précis, mais elle se força à garder son calme. « Cela ne me dérange pas, monsieur. Je peux commencer quand vous le souhaitez. »« Alors c'est décidé, » déclara Carmen en se levant. « Laure, allez prendre vos affaires, dépêchez-vous. » Laure courut presque à la cave. Son cœur battait si fort qu'elle pouvait l'entendre dans ses oreilles. Cela se passait vraiment. Elle quittait cette maison. Elle prit son baluchon, un vieux sac en toile où elle gardait ses seules affaires. 2 robes supplémentaires, une brosse à cheveux au poil cassé, un savon à moitié usé, et la Bible de son père, rien de plus. 5 ans de vie réduits à un sac qui tenait dans une main. Elle monta les escaliers pour la dernière fois. Carmen était dans le salon, parlant doucement avec le baron. Quand Laure entra, sa belle-mère se tut brusquement. « Vous êtes prête ?» demanda Carmen avec une hâte mal dissimulée. « Oui, madame. »« Très bien. » Carmen se tourna vers le baron avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Je suis sûr que Laure vous sera très utile. Elle est obéissante et sait suivre les ordres. » Henri acquiesça. « J'en suis sûr. » Il regarda Laure. « Êtes-vous prête à partir ?»« Oui, monsieur. »« Alors allons-y. » Carmen accompagna les deux jusqu'à la porte. Dehors, la calèche attendait, tirée par 2 magnifiques chevaux noirs. Le cocher, un vieil homme à la barbe blanche, descendit pour ouvrir la porte. « Adieu, Laure, » dit Carmen, sans la moindre trace d'émotion authentique. « Comportez-vous bien. » Laure se contenta de hocher la tête. Il n'y eut pas de mots de gratitude, pas de fausses promesses de rester en contact. Toutes deux connaissaient la vérité. C'était une séparation définitive, et aucune des deux ne le regrettait. Le baron aida Laure à monter dans la calèche. C'était la première fois en 5 ans que quelqu'un lui offrait la main avec gentillesse. Laure s'assit sur la banquette rembourrée de velours rouge et le baron s'assit en face d'elle. Le cocher ferma la porte, et la calèche commença à avancer. Laure regarda par la fenêtre et vit la maison où elle avait grandi s'éloigner. Elle s'attendait à ressentir de la tristesse, de la nostalgie peut-être, mais tout ce qu'elle ressentit fut du soulagement. Un soulagement si grand qu'il en était presque douloureux. Elle respira profondément pour la première fois depuis des années, sans craindre que quelqu'un ne la réprimande pour avoir respiré trop fort. « Vous allez bien ?» La voix du baron la ramena au présent. Laure se tourna vers lui. « Oui, monsieur, je vais bien. » Henri l'étudia un instant. « Puis-je vous poser une question personnelle ?»« Oui, monsieur. »« Votre belle-mère vous a toujours traité de cette manière ?» Laure déglutit. Elle pouvait mentir. Elle pouvait dire que tout allait bien. Mais quel intérêt? « Depuis la mort de mon père, oui. »« Et cela fait combien de temps ?»« 5 ans. » Henri fronça les sourcils. « 5 ans à vivre comme une servante dans votre propre maison. » « Ce n'était pas vraiment ma maison, monsieur. Mon père n'a pas laissé de testament. Carmen a tout gardé. »« Et vous n'aviez pas d'autres parents? Personne qui aurait pu vous aider ?» Laure secoua la tête. « Ma mère était fille unique et est morte quand j'avais 7 ans. Mon père n'avait pas de frères et sœurs non plus. Carmen est tout ce qu'il me restait. » Le baron resta silencieux un long moment, le visage grave. « Je comprends. » Il marqua une pause, puis continua d'une voix plus douce. « Dans ma maison, vous serez traité avec respect. Vous aurez une chambre à vous, 3 repas par jour et un salaire juste pour votre travail. C'est clair ?
Laure sentit ses yeux picoter. Personne ne lui avait promis de dignité depuis si longtemps qu'elle avait presque oublié ce que c'était. « Oui, monsieur, merci. » Inutile de remercier, c'est juste. La calèche suivit la route pavée qui montait la colline. Val-d'Or était une ville construite sur des collines, avec des rues escarpées et des maisons colorées accrochées aux pentes. L'hôtel particulier du baron se trouvait au sommet de la plus haute colline, isolé des autres constructions. Laure observait le paysage changer à mesure qu'il montait. La ville devenait de plus en plus petite en contrebas. Les églises baroques, avec leurs clochers se détachant parmi les toits de tuiles. C'était une belle vue, presque irréelle, comme une peinture. La calèche passa finalement un grand portail en fer forgé et entra dans une vaste propriété. Il y avait des jardins bien entretenus des deux côtés de l'allée de gravier, avec des rosiers, des azalées et des jacarandas en fleurs. Au loin apparut l'hôtel particulier. C'était une imposante construction à 3 étages de style colonial, mais avec des touches européennes. Les murs étaient peints en blanc, avec des détails en pierre de savon autour des fenêtres et des portes. Le toit était en tuiles françaises rouges et une large véranda entourait tout le rez-de-chaussée avec des colonnes de marbre soutenant le premier étage. Il y avait des vitraux colorés dans les fenêtres du hall d'entrée et Laure pouvait voir des lustres de cristal briller à travers le verre. « C'est magnifique !» murmura Laure, sans se rendre compte qu'elle avait parlé à voix haute. « Merci !» dit le baron. Et il y avait une trace de tristesse dans sa voix. Ma défunte épouse a conçu une grande partie de cela. Elle avait bon goût pour ces choses. La calèche s'arrêta devant l'entrée principale. Le cocher descendit et ouvrit la porte. Le baron sortit le premier puis tendit la main pour aider Laure. Elle descendit, serrant son baluchon contre sa poitrine, se sentant petite et déplacée devant tant de grandeur. La porte principale s'ouvrit et une femme âgée apparut. Elle devait avoir une 60aine d'années, petite et robuste, avec des cheveux complètement blancs, attachés en chignon. Elle portait une robe noire simple et un tablier blanc immaculé. Son visage était rond et marqué par le temps, mais ses yeux marrons étaient gentils. « Madame Amélie », salua le baron. « Voici Laure. Elle s'occupera de la bibliothèque. » Madame Amélie descendit les marches de l'entrée et s'arrêta devant Laure, l'étudiant de ses yeux expérimentés. « Bienvenue, jeune fille. Mon nom est Amélie Dubois. Je suis la gouvernante de cette maison depuis 20 ans. Enchantée de vous rencontrer, Madame Amélie, dit Laure, faisant une petite révérence. La vieille dame sourit. Comme elle est polie. Venez, je vais vous montrer votre chambre et ensuite la bibliothèque. Laure regarda le baron, ne sachant si elle devait le suivre ou la gouvernante. Il acquiesça. « Allez avec Madame Amélie. Elle vous guidera. J'ai des affaires à régler. Nous nous verrons au dîner. » Et sur ce, il entra dans la maison et disparut par un couloir latéral. Madame Amélie conduisit Laure à l'intérieur de l'hôtel particulier. L'intérieur était encore plus impressionnant que l'extérieur. Le hall d'entrée avait un sol en marbre blanc et noir en motif de damier. Un large escalier en bois noble montait au premier étage, et le lustre de cristal que Laure avait vu de la fenêtre pendait du haut plafond, réfractant la lumière en 1000 petits arcs-en-ciel. « Mon Dieu !» murmura Laure, tournant lentement pour tout absorber. Madame Amélie rit doucement. « C'est impressionnant, n'est-ce pas? Il m'a fallu des mois pour m'habituer quand je suis venu travailler ici, mais vous vous y habituerez aussi. » Elles montèrent l'escalier. Le premier étage avait un long couloir avec des portes des deux côtés. Les murs étaient décorés de tableaux de paysages français et il y avait des vases de fleurs fraîches sur de petites tables appuyées contre les murs. « C'est l'étage des chambres d'hôtes et des domestiques, » expliqua Amélie. Le baron a ses quartiers au 2e étage, où se trouve également la bibliothèque. Elle s'arrêta devant une porte au milieu du couloir et l'ouvrit. « Ce sera votre chambre. » Laure entra et n'en crut presque pas ses yeux. La chambre était petite mais confortable. Il y avait un lit simple avec un vrai matelas, recouvert d'un édredon bleu clair. Il y avait une armoire en bois, une commode avec un miroir, une chaise et une fenêtre avec des rideaux blancs qui donnaient sur les jardins.
Le sol était en parquet ciré et il y avait un tapis rond à côté du lit. « C'est à moi ?» demanda Laure, la voix tremblante. « Oui, ma chère, tout à vous. La salle de bain est au bout du couloir, partagée avec d'autres chambres de cette aile, mais à 7 heures du matin, elle est à vous seule. Le baron a insisté là-dessus. » Laure posa son baluchon sur le lit et se dirigea vers la fenêtre. La vue était magnifique. Elle pouvait voir toute la ville de Val-d'Or s'étendre en contrebas, les églises, les maisons colorées, les rues pavées et au-delà de la ville, les montagnes bleutées à l'horizon. Des larmes commencèrent à couler sur le visage de Laure, silencieuses et chaudes. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais de soulagement profond. Elle avait une chambre, un vrai lit, une fenêtre avec vue, de la dignité. Madame Amélie posa une main douce sur l'épaule de Laure. « Pleure, mon enfant. Parfois, nous avons besoin de pleurer pour nettoyer l'âme. » Laure se tourna et étreignit la vieille gouvernante. Amélie lui rendit son étreinte, caressant le dos de la jeune femme de ses mains calleuses et bienveillantes. « Vous êtes en sécurité ici, » murmura Amélie. « Le baron est un homme bon, sérieux, mais juste. Et je prends bien soin de ceux qui travaillent dans cette maison. » Elles restèrent ainsi quelques minutes jusqu'à ce que Laure se remette. Elle essuya ses larmes du revers de la main et tenta de sourire. « Désolée, Madame Amélie, il n'y a rien à pardonner. Maintenant, que diriez-vous de faire connaissance avec la bibliothèque? Je suis sûr que vous allez adorer. » Elles montèrent au 2e étage par un escalier plus petit et plus raide. Le 2e étage était différent des autres, plus silencieux, plus solennel. Il y avait moins de portes et celles qui existaient étaient plus espacées. « Là, c'est la chambre du baron », indiqua Amélie, désignant une double porte au bout du couloir. « Et ici », elle s'arrêta devant une autre double porte, celle-ci sculptée de motifs de feuilles et de fleurs. « C'est la bibliothèque. » Amélie ouvrit les portes et Laure entra dans un monde qu'elle n'avait connu qu'en rêve. La bibliothèque occupait un immense salon qui devait faire environ 80 mètres. Les murs étaient couverts d'étagères en bois sombre, du sol au plafond, toutes remplies de livres. Il y avait une échelle mobile en bois sur chaque mur pour atteindre les volumes les plus hauts. Au centre du salon se trouvait une grande table en acajou avec plusieurs chaises, et près des fenêtres, des fauteuils en cuir confortables avec des lampes à côté. Les fenêtres étaient hautes et laissaient entrer beaucoup de lumière naturelle. Laure pouvait voir la poussière danser dans les rayons de soleil qui traversèrent la pièce. Il y avait des milliers de livres, des classiques français, portugais, anglais, des romans, des poésies, des traités scientifiques, des livres d'histoire, de philosophie, d'art. « Il y a plus de 5000 volumes, » dit Amélie avec fierté. La défunte épouse du baron aimait les livres autant que lui. Ils passaient des heures ici ensemble. Laure marcha lentement entre les étagères, les doigts frôlant les dos des livres. Elle lisait les titres à voix basse, émerveillée. Dom Casmurro de Machado de Assis, les Lusiades de Camões, Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Votre tâche, expliqua Amélie, sera de cataloguer tous ces livres, de les organiser par auteur et par thème, de nettoyer les étagères, de réparer les volumes endommagés et de maintenir tout en ordre. Le baron utilise beaucoup la bibliothèque, donc elle doit toujours être impeccable. Laure se tourna vers la gouvernante, les yeux brillants. « Puis-je lire les livres ?» Amélie sourit. « Le baron a dit que vous pouviez lire n'importe quel livre que vous vouliez, à condition d'en prendre bien soin et de les remettre à leur place. » C'était trop parfait pour être réel. Laure dut retenir ses larmes à nouveau. « Quand est-ce que je commence ? Demain matin. Aujourd'hui, vous allez vous installer, faire connaissance avec la maison, prendre un bon bain et manger un vrai repas. Je parie que ça fait longtemps que vous n'avez pas mangé correctement. » Laure acquiesça, ne faisant pas confiance à sa propre voix. Amélie la guida de nouveau au 1er étage, lui montrant la cuisine, la salle à manger, le salon, le jardin arrière. La maison était immense mais accueillante. Il y avait des fleurs fraîches dans toutes les pièces et l'odeur de la cuisine maison venant de la cuisine. « Le dîner est à 7 heures du soir, »
dit Amélie. Le baron aime la ponctualité. Vous mangerez avec lui dans la salle à manger. Avec lui? Laure écarquilla les yeux. Mais je ne suis qu'une servante. Amélie secoua la tête. Vous n'êtes pas qu'une servante. Vous êtes la bibliothécaire. Le baron considère que c'est un travail important. Il veut que vous dîniez avec lui pour discuter des livres. Laure ne savait pas si elle devait être émue ou terrifiée. Dîner avec le baron, parler avec lui. Elle ne savait pas comment parler aux gens, encore moins à un homme si important. « Ne vous inquiétez pas », dit Amélie, lisant l'expression de panique sur le visage de la jeune femme. « Il ne mord pas. En fait, je pense qu'il appréciera d'avoir quelqu'un avec qui parler. Il est très solitaire depuis qu'il a perdu sa femme. » Amélie laissa Laure seule dans sa chambre pour se reposer jusqu'à l'heure du dîner. Laure s'assit sur le lit, encore en train de tout assimiler. Seulement 11 heures auparavant, elle s'était réveillée dans la cave froide de Carmen. Maintenant, elle était dans sa propre chambre dans un hôtel particulier, avec un travail digne et la promesse de nourriture et de respect. La vie pouvait changer si vite. À 18h45, Laure descendit vers la salle à manger. Elle portait la même robe bleu marine, la seule, un minimum présentable qu'elle possédait, mais elle avait lavé son visage et coiffé ses cheveux du mieux possible. Pourtant, elle se sentait inadéquate face à l'élégance de l'hôtel particulier. La salle à manger était formelle. Une longue table en bois sombre dominait la pièce avec 12 chaises rembourrées autour. Il y avait un buffet contre le mur avec de l'argenterie polie, et un lustre plus petit pendait au-dessus de la table. Tout brillait sous la lumière des bougies qui étaient déjà allumées. Le baron était déjà là, assis au bout de la table, lisant un journal. Il avait troqué le costume sombre pour une tenue plus décontractée, un pantalon de toile et une chemise blanche avec un gilet. Quand Laure entra, il leva les yeux et se leva. « Bonsoir, Laure. »« Bonsoir, monsieur, » répondit-elle, hésitante. « Je vous en prie, asseyez-vous. » Il lui indiqua la chaise à sa droite, pas trop loin, mais pas trop près non plus. Laure s'assit avec précaution, les mains nerveuses sur ses genoux. Quelques minutes plus tard, Amélie et une autre jeune servante apportèrent la nourriture. Une soupe de légumes pour commencer, puis du riz, des haricots, du rôti de viande avec des pommes de terre, de la chapelure et de la salade. Pour Laure, qui mangeait des restes depuis des années, cela ressemblait à un festin. « Servez-vous à votre guise », dit le baron en commençant à se servir. Laure prit de petites portions, craignant de paraître gourmande, mais son estomac gargouillait, et la nourriture sentait si bon qu'elle dut se forcer à manger lentement, avec des manières. Le baron mangea en silence pendant quelques minutes, puis demanda « Madame Amélie vous a montré la bibliothèque. »« Oui, monsieur, elle est merveilleuse. »« Je suis heureux que vous ayez aimé. Êtes-vous prête à commencer demain ?»« Oui, monsieur. » « Très prête. »« Très bien. » Il marqua une pause, puis continua. « Vous pouvez m'appeler monsieur Henri ou simplement Henri lorsque nous conversons de manière informelle. Il n'est pas nécessaire d'être si formel. » Laure hésita. C'était étrange de penser à l'appeler par son prénom. « Oui, monsieur Henri. » Il sourit presque. « Mieux, maintenant, dites-moi quel est votre livre préféré. » La question prit Laure par surprise. Personne ne lui avait jamais demandé ses préférences. J'adorais La Petite Brune de Joachim Manuel de Macedo. Mon père me l'a offert quand j'avais 10 ans. La Petite Brune, répéta Henri, acquiesçant. Un classique romantique brésilien, un choix intéressant. Qu'est-ce que vous aimiez dans ce livre? Laure réfléchit, surprise que quelqu'un veuille vraiment connaître son opinion. J'aimais l'innocence de l'histoire, la simplicité de l'amour entre les personnages, et j'aimais que l'héroïne soit forte, même en étant romantique. Elle savait ce qu'elle voulait. Henri l'observait avec une attention sincère. Une lecture très perspicace pour une fille de 10 ans. Votre père devait être un homme sage. Il l'était, dit Laure doucement, une pointe de nostalgie traversant sa poitrine. Il m'enseignait que les livres étaient des fenêtres sur d'autres mondes, d'autres vies, et qu'à travers la lecture, je ne serais jamais seul. Il avait raison. Henri but une gorgée de vin. Les livres ont été mon salut après avoir perdu ma femme.
Quand la douleur était insupportable, je me perdais dans les pages. C'était la seule façon de ne pas devenir fou. Laure leva les yeux et vit sur son visage quelque chose qu'elle reconnaissait. Une douleur profonde, mal cicatrisée. C'était la même douleur qu'elle portait pour la perte de son père. « Je suis désolé pour votre perte, monsieur Henry. Merci. Cela fait 10 ans, mais parfois, on dirait que c'était hier. » Il marqua une pause, ses doigts tambourinant légèrement sur la table. Béatrice aimait cette bibliothèque autant que moi. C'était notre façon de nous connecter. Nous passions des nuits entières à discuter de philosophie, de poésie, d'histoire. Elle semble avoir été une personne merveilleuse. Elle l'était, dit-il plus doucement. Nous nous sommes rencontrés à la faculté de droit de Paris. J'étudiais le droit. Elle était là, accompagnant son frère. Elle lisait Essa de Queiroz et fit un commentaire à voix haute sur l'hypocrisie de la société portugaise. J'ai ri. Nous avons discuté pendant 2 heures. À la fin de la discussion, j'étais amoureux. Laure sourit légèrement. C'est une belle histoire. Oui. Henry sembla se rendre compte qu'il en partageait trop et se racla la gorge, reprenant sa posture formelle. Eh bien, demain, nous commencerons par le catalogage. Madame Amélie vous réveillera à 6 heures. Vous prendrez votre petit déjeuner, puis monterez à la bibliothèque à 7 heures, travaillerez jusqu'à midi, ferez une pause pour le déjeuner, reviendrez à 14 heures et travaillerez jusqu'à 18 heures. C'est clair? Oui, monsieur. Bien. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, matériel, carnet, stylo, il suffit de demander à Madame Amélie. Le reste du dîner se déroula dans un silence amical. Laure mangea plus qu'elle n'avait l'intention, mais elle ne put se contrôler. La nourriture était délicieuse et son corps implorait de la nutrition. Après le dîner, Laure retourna dans sa chambre, s'assit sur le lit, encore en train de tout assimiler. Cet homme sérieux et solitaire, le baron Henri de Valois, lui avait ouvert sa maison. Plus que cela, il la traitait avec respect, comme un être humain avec des pensées et des opinions. C'était si différent de tout ce qu'elle avait connu ces 5 dernières années que Laure pouvait à peine y croire. Une partie d'elle s'attendait encore à se réveiller dans la cave de Carmen, découvrant que tout n'avait été qu'un rêve cruel. Mais ce n'était pas un rêve. Le lit était réel, la chambre était réelle, la bibliothèque était réelle. Laure ouvrit son baluchon et sortit la Bible de son père. Elle l'ouvrit à la première page, où il avait écrit une dédicace des années auparavant. Pour ma chère Laure, que tu trouves toujours la force dans les mots et la sagesse dans les livres, avec tout mon amour, papa. Merci, papa, murmura-t-elle, passant ses doigts sur l'écriture familière. Merci de m'avoir appris à lire. Cela m'a sauvée. Elle rangea la Bible soigneusement dans le tiroir de la table de chevet, se changea et se coucha. Le matelas était doux, l'édredon chaud. Pour la première fois depuis 5 ans, Laure s'endormit sans peur, sans douleur, sans froid, et rêva de bibliothèques infinies et d'un homme aux yeux sombres qui parlait de livres avec passion. Le lendemain matin, Laure fut réveillée par de doux coups à la porte. « Laure, ma chère, il est 6 heures » vint la voix de Madame Amélie du couloir. Laure se leva rapidement, pas encore habituée au luxe de se réveiller dans un vrai lit, enfila sa 2e meilleure robe, une simple robe grise, se coiffa et descendit à la cuisine. Madame Amélie avait préparé un petit déjeuner copieux. Du pain frais, du beurre, de la confiture, du fromage, du jambon, des fruits, du café au lait. « Mangez bien » instruisit la gouvernante. « Vous aurez besoin d'énergie pour le travail. » Laure mangea, émerveillée à chaque bouchée. Du pain moelleux, du vrai beurre, de la confiture sucrée, des choses simples devenues un luxe pendant les années passées avec Carmen. À 7 heures précises, elle monta à la bibliothèque. Le baron était déjà là, examinant quelques étagères avec une expression pensive. Il se tourna quand Laure entra. « Bonjour. »« Bonjour, monsieur Henri. Prêt à commencer ?»« Oui, monsieur. » Henri se dirigea vers la table centrale, où il y avait des piles de carnets vierges, des stylos, de l'encre et quelques petites fiches. Le système de catalogage est simple. Chaque livre reçoit une fiche avec les informations suivantes.
Titre, auteur, année de publication, si nous la connaissons, thème général et emplacement sur l'étagère. Nous organiserons par auteur par ordre alphabétique et, à l'intérieur de chaque auteur, par ordre chronologique des œuvres. Il prit un livre au hasard sur l'étagère, par exemple celui-ci, Mémoire posthume de Bras Cubas, de Machado de Assis, 1881, roman réaliste, étagère 3, rayon 3. Il écrivit tout cela sur une fiche avec une écriture élégante et ordonnée. « Compris ?» demanda-t-il. « Oui, monsieur, cela semble clair. »« Très bien. Je vais commencer par les étagères du mur est. Vous commencez par celle du mur ouest. Nous nous retrouverons au milieu. » Il hésita puis ajouta. « Et lors, si vous trouvez un livre endommagé, montrez-le-moi. Certains d'entre eux ont une valeur sentimentale au-delà du matériel. » Laure acquiesça et se dirigea vers son mur désigné. Elle commença par la première étagère, retirant chaque livre avec soin, nettoyant la poussière, lisant le titre et l'auteur, créant la fiche de catalogage, puis remettant le livre à sa place. C'était un travail méticuleux, mais Laure adorait. Chaque livre était une petite découverte. Il y avait des œuvres dont elle n'avait fait qu'entendre parler, des auteurs qu'elle ne connaissait pas, des mondes entiers qui l'attendaient dans les pages jaunies. « Iracema, de José de Alencar, 1865, murmurait-elle en écrivant. « Le Cortizo, d'Aloisio Azevedo, 1890. La Divine Comédie, de Dante Alighieri. Traduction portugaise. » Les heures passaient sans que Laure ne s'en aperçoive. Elle était si absorbée par le travail qu'elle sursauta en entendant la voix d'Henri. « Il est midi, l'heure du déjeuner. » Laure leva les yeux, surprise. « J'ai l'impression de n'avoir fait que commencer. »« C'est comme ça quand on aime ce que l'on fait, » dit Henri. Et il y avait quelque chose de doux dans sa voix. Le temps passe différemment. Ils descendirent pour le déjeuner. Madame Amélie servit une soupe de panais, du poulet rôti avec du riz et de la salade. Henri mangea en silence au début, mais demanda ensuite « Comment va le travail ?»« Merveilleusement bien, » répondit Laure avec un enthousiasme sincère. « J'ai déjà catalogué 73 livres. Impressionnant. À ce rythme, vous aurez terminé dans quelques mois. J'espère ne pas finir si tôt, » dit Laure sans réfléchir, puis rougit. « Je veux dire, j'apprécie beaucoup le travail. » Henri l'observa avec ses yeux sombres et impénétrables. « Vous pouvez continuer à travailler à la bibliothèque, même après avoir terminé le catalogage. Il y a toujours de nouveaux livres qui arrivent, des étagères à entretenir, des volumes à réparer. » Vraiment ? Le soulagement dans la voix de Laure était palpable. Vraiment, une bonne bibliothécaire est difficile à trouver. L'après-midi, Laure se remit au travail. Elle était dans le rayon de la littérature française lorsqu'elle trouva un livre spécial. C'était une édition ancienne des Misérables de Victor Hugo, avec une couverture en cuir usé et des pages jaunies. Quand elle l'ouvrit, elle trouva une dédicace sur la première page écrite d'une écriture féminine délicate. « À mon cher Henri, dans les mots de Hugo, aimer ou avoir aimé, cela suffit. N'en demandez pas plus. Que nous nous trouvions toujours l'un l'autre dans les pages, avec tout mon amour, Béatrice. » Laure sentit qu'elle avait envahi quelque chose de profondément intime. Elle referma le livre rapidement, le cœur serré. C'était sa femme, la femme qu'il avait aimée et perdue. Et elle avait aimé les livres autant que lui, à tel point qu'elle avait laissé des messages entre les pages. « Vous avez trouvé quelque chose d'intéressant ?» La voix d'Henri la fit sursauter. Laure se retourna, serrant le livre contre sa poitrine. « Désolé, je ne voulais pas m'immiscer. » Henri regarda le livre dans ses mains, et quelque chose passa sur son visage. Douleur, nostalgie, tendresse. « Les Misérables fut le premier livre que j'ai lu avec Béatrice après notre mariage. Elle a laissé une dédicace, » dit Laure doucement. « C'est magnifique. » Henri tendit la main, et Laure lui tendit le livre. Il l'ouvrit à la première page, lut les mots de sa femme et ses doigts tracèrent les lettres avec révérence. Elle adorait Hugo. Elle disait qu'il comprenait la nature humaine mieux que tout autre écrivain. Elle était sage. Elle l'était.
Henri referma le livre avec soin. Vous savez, pendant des années, je n'ai pas pu entrer dans cette bibliothèque. C'était trop douloureux. Tout ici me rappelait elle. Les livres que nous avons choisis ensemble, les après-midi passés à lire côte à côte, les discussions passionnées sur la philosophie et l'art. Qu'est-ce qui a changé? Demanda Laure, curieuse, bien qu'elle sût que c'était peut-être trop indiscret. Henri resta silencieux un long moment, regardant par la fenêtre les montagnes lointaines. Le temps et la solitude. J'ai réalisé qu'éviter la bibliothèque ne la ramenait pas. Cela me privait seulement des heureux souvenirs que nous avons eus ici. Laure ne savait pas quoi dire, alors elle resta simplement là, dans un silence respectueux, attendant. Henri revint vers elle. « Vous comprenez la perte, n'est-ce pas ?»« Oui, monsieur. J'ai perdu ma mère quand j'avais 7 ans. Mon père quand j'avais 13 ans, et pourtant j'ai survécu à 5 ans de mauvais traitements. Vous êtes une femme forte, Laure. » Les mots la prirent par surprise. Personne ne l'avait jamais qualifiée de forte. Je ne me sens pas forte. Je me sens juste survivante. Parfois, c'est la même chose. Henri rangea soigneusement le livre de Hugo sur l'étagère. Continuez votre bon travail. Et Laure? Oui, monsieur. Si vous trouvez d'autres dédicaces ou annotations de Béatrice, ne les cachez pas. J'aime les trouver. C'est comme avoir de petites conversations avec elle à nouveau. Laure se sentit touchée par sa vulnérabilité. Henri retourna à son côté de la bibliothèque et le travail continua. Les jours suivants, une routine s'installa. Laure se levait à 6 heures, prenait son petit déjeuner, montait à la bibliothèque à 7 heures, travaillait jusqu'à midi, déjeunait avec Henri, où ils discutaient de livres et de littérature. Elle retournait au travail jusqu'à 18 heures, dînait à nouveau avec lui, puis se retirait dans sa chambre. C'était une journée simple, mais heureuse. Pour la première fois depuis des années, Laure se sentait utile, valorisée, et peu à peu elle réalisa qu'elle commençait à regarder Henri différemment. Il n'était pas seulement son employeur, il était un homme cultivé, gentil, profondément blessé, mais essayant d'avancer. C'était quelqu'un qui comprenait l'importance des livres, qui valorisait la connaissance et la pensée. C'était quelqu'un qui la traitait comme une égale, qui écoutait ses opinions, qui s'intéressait à ses pensées. Et il était beau. Laure ne pouvait le nier. La façon dont le soleil de l'après-midi éclairait son profil quand il lisait près de la fenêtre. La façon dont ses longs doigts tournaient les pages avec soin, le rare sourire qui apparaissait quand elle faisait une observation perspicace sur un livre. Mais Laure se forçait à étouffer ses pensées. Henri était un baron. Elle était une jeune femme sans famille, sans dot, sans rien. Il aimait encore sa défunte épouse, et elle n'était là qu'en tant qu'employée, peu importe sa gentillesse. Un après-midi, 3 semaines après son arrivée, une forte tempête s'abattit sur Val-d'Or. Laure était dans la bibliothèque, cataloguant la section de poésie française, lorsque les premiers coups de tonnerre retentirent. Le ciel s'assombrit rapidement, et la pluie commença à tomber avec force, frappant les fenêtres comme des doigts impatients. Laure adorait les tempêtes. Il y avait quelque chose de cathartique en elle, comme si le ciel pleurait toutes les larmes qu'elle n'avait jamais pu verser. Elle arrêta son travail et se dirigea vers la fenêtre, observant la pluie laver la ville en contrebas. « C'est beau, n'est-ce pas ?» La voix d'Henri vint de derrière elle. Laure se retourna. Il était appuyé contre une étagère, l'observant avec cette expression qu'elle ne parvenait pas encore à déchiffrer complètement. « Oui, j'ai toujours aimé la pluie. Béatrice aussi aimait. Il marcha jusqu'à se tenir à côté d'elle à la fenêtre. Elle disait que la pluie lavait le monde, rendait tout nouveau. Elle était sage, répéta Laure, utilisant les mêmes mots qu'elle avait prononcés auparavant. Vous l'auriez aimée, dit Henri doucement, et elle vous aurait aimé. Elle a toujours valorisé les personnes authentiques qui ne prétendaient pas être ce qu'elles n'étaient pas. Laure le regarda surprise. Merci. Cela signifie beaucoup. Un éclair illumina le ciel, suivi d'un coup de tonnerre si fort que Laure fit un bond involontaire. Henri la retint par le coude, la stabilisant. Tout va bien, la maison est sûre. Mais il ne relâcha pas son bras immédiatement.
Ils restèrent là, côte à côte à la fenêtre, tandis que la tempête faisait rage dehors. Laure pouvait sentir la chaleur de sa main à travers le tissu fin de sa robe. Son cœur battait vite, mais ce n'était pas la peur de la tempête. « Laure !» dit Henri soudainement, la voix basse. « Puis-je vous poser une question ?»« Oui, monsieur. »« Pourquoi n'avez-vous jamais demandé une augmentation de salaire, ou de nouveaux vêtements, ou quoi que ce soit ?» Laure hésita. « Parce que j'ai déjà reçu plus que ce que je méritais. Une chambre, de la nourriture, du respect, c'est plus que ce que j'ai eu depuis des années. » Henri fronça les sourcils. « Vous méritez bien plus que cela. Vous méritez d'être heureuse. »« Je suis heureuse ici. »« Vraiment ?» Il la regarda directement. « Ou êtes-vous simplement reconnaissante de ne pas souffrir ?» La question la prit au dépourvu. Laure dut réfléchir. « Je ne sais pas. Peut-être les deux. »« Vous êtes jeune. Laure, vous avez 18 ans. Vous devriez rêver de l'avenir, du mariage, de la famille, de votre propre vie. Vous ne devriez pas être enfermé dans un hôtel particulier isolé, cataloguant les livres d'un veuf solitaire. » Les mots le blessèrent, plus que Laure ne s'y attendait. C'était ainsi qu'il la voyait, comme quelqu'un de piégé. « Je ne me sens pas piégé ici, monsieur Henri. Non. » Il relâcha son bras et fit quelques pas. « Alors, que ressentez-vous » Laure respira profondément. C'était le moment d'être honnête ou de continuer à se cacher. « Je sens que pour la première fois depuis des années, je suis vivante, non pas juste survivante, mais vivante. Je me réveille heureuse. Je travaille sur quelque chose que j'aime. Je parle à quelqu'un qui me traite comme un être humain pensant. Ce n'est pas une prison, c'est une libération. » Henri l'étudia un long moment. « Vous êtes sage pour votre âge. La souffrance vieillit ? » ?»« Oui, elle vieillit. » Il marqua une pause, puis continua. « Madame Amélie m'a dit que vous n'aviez pas de vêtements adéquats. Demain, j'enverrai une couturière. Vous ferez autant de nouvelles robes que nécessaire. » « Monsieur Henri, ce n'est pas nécessaire. »« C'est nécessaire. » Sa voix était ferme. « Vous travaillez dans ma maison, vous dînez à ma table, vous avez besoin de vêtements adéquats. Ce n'est pas de la charité, c'est une nécessité. » Laure savait qu'il était inutile d'argumenter. « Merci. » La tempête continuait dehors, mais quelque chose à l'intérieur de la bibliothèque avait changé. Une tension différente planait dans l'air, quelque chose de non dit, mais palpable. Henri retourna à son travail sans plus de mots, mais Laure remarqua qu'il l'observait de temps en temps quand il pensait qu'elle ne le regardait pas. Le lendemain, la couturière arriva. C'était une femme âgée nommée Madame Rose, qui mesura Laure de la tête aux pieds et nota tout dans un petit carnet. « Je ferai 3 robes pour le jour, 2 pour le soir, un manteau léger et un châle, » annonça-t-elle. « Tout en tissu de qualité. Dans 2 semaines, ce sera prêt. » Laure tenta de protester contre le nombre, mais Madame Amélie secoua la tête. « Ordre du baron, ne discutez pas. » Pendant ce temps, le travail à la bibliothèque avançait. Laure était à la moitié du catalogage et commençait à connaître chaque recoin de cet endroit. Elle savait quelle planche du parquet grinçait, à quelle heure le soleil éclairait chaque étagère, où Béatrice avait l'habitude de laisser des marque-pages improvisés entre les pages. Et elle connaissait Henri. Elle avait appris qu'il lisait plus vite quand il était préoccupé, feuilletant les pages à une vitesse impressionnante, qu'il tambourinait des doigts sur la table quand il réfléchissait, qu'il souriait légèrement en trouvant un passage particulièrement beau. 1 mois après son arrivée, Laure eut son premier jour de congé. Henri avait insisté pour qu'elle se repose. Alors, il lui avait donné un dimanche libre pour faire ce qu'elle voulait. Laure ne savait pas quoi faire de cette liberté. Au cours des 5 dernières années, elle n'avait pas eu un seul jour sans travail. Elle décida d'explorer les jardins de l'hôtel particulier. C'était une belle matinée d'avril, avec le soleil brillant, mais pas trop chaud. Les jardins étaient vastes, avec des chemins de gravier serpentant entre des parterres fleuris, des arbres fruitiers et un petit étang avec des poissons rouges. Laure marcha lentement, absorbant tout.
Elle s'arrêta pour sentir les roses, observa les papillons danser parmi les fleurs, s'assit sur un banc de pierre près de l'étang et respira simplement. C'était la paix, c'était la liberté, c'était le bonheur. Belle vue, n'est-ce pas? Henri apparut sur le chemin, également en tenue décontractée, pantalon sombre et chemise blanche, les manches retroussées jusqu'au coude. « Monsieur Henri, je pensais que vous étiez occupé. Je suis aussi en congé. » Il s'assit sur le banc à côté d'elle, gardant une distance respectueuse. « J'ai pensé que cela me ferait du bien de prendre l'air. » Ils restèrent dans un silence confortable pendant quelques minutes, observant les poissons nager dans l'étang. Puis Henri demanda « Êtes-vous heureuse ici, Laure ?»« Vraiment? Oui, monsieur, très heureuse. »« Bien. » Il hésita, puis continua. « Je voulais vous remercier. »« Me remercier de quoi? »« D'avoir ramené la vie dans cette maison. Ces 10 dernières années, j'ai vécu comme un fantôme, me contentant d'exister. Mais depuis que vous êtes arrivé, depuis que la bibliothèque est de nouveau en mouvement, qu'il y a des conversations sur les livres pendant les repas, des rires occasionnels, la maison semble revivre. » Laure sentit son visage rougir. « Je n'ai rien fait de spécial. »« Si, vous l'avez fait. Parfois, la simple présence de quelqu'un qui se soucie fait toute la différence. » Il la regarda directement. « Vous vous souciez des livres, du travail, de maintenir la mémoire de Béatrice vivante à travers la bibliothèque. Cela signifie plus que vous ne l'imaginez. J'aime prendre soin des choses qui ont été aimées, dit Laure doucement. Elle mérite ce respect. Henri sourit, un vrai sourire qui illumina tout son visage et le fit paraître 10 ans plus jeune. Vous êtes spéciale, Laure. J'espère que vous le savez. Avant que Laure ne puisse répondre, Madame Amélie apparut sur le chemin. Pardonnez l'interruption, mais le déjeuner est servi. Ils retournèrent à la maison côte à côte, et Laure sentit quelque chose grandir dans sa poitrine. C'était dangereux, elle le savait. C'était insensé de laisser son cœur s'ouvrir à un homme qui aimait encore une autre, mais elle ne pouvait s'en empêcher. 2 semaines plus tard, comme promis, Madame Rose revint avec les robes. Laure en essaya chacune et se reconnut à peine dans le miroir. Les robes étaient magnifiques, simples mais élégantes, dans des tons de bleu, vert et gris. Elles tombaient parfaitement sur son corps, mettant en valeur sa taille fine et ses épaules délicates qu'elle avait oubliées. « Vous êtes magnifique, jeune fille, » dit Madame Amélie avec des larmes aux yeux. « Maintenant, vous ressemblez à une vraie dame. » Laure descendit pour le dîner, vêtue d'une des nouvelles robes, la bleue foncée avec des détails de dentelle blanche au col. Quand elle entra dans la salle à manger, Henri servait du vin, mais il s'arrêta net, la regardant. Pendant un long moment, il ne dit rien, se contentant de l'observer. Puis, il se racla la gorge. « La robe est très belle. »« Merci, monsieur Henri. » Laure s'assit, consciente de la façon dont la nouvelle robe changeait la dynamique. Elle n'était plus la jeune fille aux vêtements usés. Elle était autre chose. Elle ne savait pas encore quoi. Pendant le dîner, Henri fut plus silencieux que d'habitude. Laure demanda si quelque chose n'allait pas, et il secoua la tête. « Non, je réfléchissais juste. »« À quoi ?» Il hésita. « À la façon dont les choses changent. Il y a 2 mois, cette maison était vide, silencieuse, morte. Maintenant, il y a de la vie, des conversations. Il y a vous. » Laure ne savait pas comment répondre. Le poids de ses mots était palpable. « J'espère que c'est un bon changement. » « Oui. » Il la regarda avec intensité. « Mais c'est aussi effrayant. » « Pourquoi ? » « Parce que je me suis promis de ne plus jamais me permettre de ressentir certaines choses, de ne plus jamais m'ouvrir à la possibilité de la perte. » Le cœur de Laure s'emballa. Parlait-il d'elle ou de la nostalgie de sa femme? « Monsieur Henri, je suis désolé. » Il se leva brusquement. « Je n'aurais rien dû dire. Pardonnez-moi. Bonne nuit. » Et il quitta la pièce, laissant Laure seule avec une assiette à moitié pleine et un cœur confus. Cette nuit-là, Laure ne put dormir. Les mots d'Henri résonnaient dans son esprit. Que voulait-il dire?
Quel sentiment essayait-il d'éviter? Et pourquoi cela l'effrayait-il autant que cela lui donnait de l'espoir? Les jours suivants, Henri devint distant. Il parlait encore pendant les repas, mais il choisissait des sujets sûrs. L'avancement du catalogage, de nouveaux livres qu'il avait commandés, le temps, rien de personnel, rien de profond. Laure ressentait l'absence de cette intimité qu'ils avaient construite. Cela faisait plus mal qu'elle ne l'avait imaginé. Elle essaya de se concentrer sur son travail, se perdant dans les pages et les étagères, mais même les livres ne parvenaient pas à la distraire complètement de ses pensées sur Henri. Un après-midi, alors qu'elle organisait la section de littérature anglaise, Laure trouva un autre livre avec une dédicace de Béatrice. C'était Jane Eyre de Charlotte Brontë, et les mots écrits sur la première page serrèrent le cœur de Laure. « Mon cher Henri, comme Jane a trouvé son Rochester, je vous ai trouvé. Puissions-nous toujours être égaux en esprit, compagnons en pensée, amants dans l'âme. Votre Béatrice. » Laure ferma le livre lentement, se sentant coupable de ressentir ce qu'elle ressentait. Comment pouvait-elle rivaliser avec un tel amour, avec un souvenir si parfait? Béatrice avait été éduquée, élégante, de bonne famille. Laure n'était qu'une jeune femme sans rien, sauvée de la misère par pitié. Vous en avez trouvé un autre. La voix d'Henri la fit sursauter. Laure se retourna tenant le livre. « Désolé, Pas besoin de s'excuser. » Il s'approcha, tendant la main. Laure lui tendit le livre. Henri lut la dédicace, et quelque chose de douloureux passa sur son visage. Jane Eyre. Elle disait que Béatrice était comme Jane, forte et indépendante, malgré tout. C'est un beau compliment. Henri referma le livre et regarda Laure. « Vous aussi, vous êtes comme Jane, vous savez? »« Moi? Oui. Forte, digne, intelligente, malgré les circonstances qui ont essayé de vous briser. Jane a survécu à la cruauté de sa tante et de l'école. Vous avez survécu à Carmen. » Laure sentit ses yeux picoter. « Je ne me sens pas forte, je me sens confuse. » Confuse à propos de quoi? C'était l'ouverture que Laure ne savait pas si elle voulait, mais les mots sortirent avant qu'elle ne puisse les retenir. À propos de ce que je ressens, de ce que vous ressentez, de cette distance que vous avez créée ces derniers jours. Henri ferma les yeux brièvement. Laure, je suis désolé. Elle recula. Je n'aurais rien dû dire. Pardonnez mon audace. Non, il ouvrit les yeux et il y avait de la tempête en eux. Vous avez le droit de savoir. J'ai créé cette distance parce que j'ai réalisé que je ressens des choses que je ne devrais pas ressentir. Pour vous. L'air quitta les poumons de Laure. Avait-elle bien entendu? Monsieur Henri, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Il posa le livre de côté et passa la main dans ses cheveux, les décoiffant pour la première fois depuis que Laure le connaissait. Vous êtes arrivé ici il y a 2 mois, et d'une certaine manière, vous avez réussi ce que 10 ans de solitude n'ont pas réussi. Vous m'avez fait ressentir à nouveau, vous m'avez donné envie de me réveiller le matin, de converser pendant les repas, de vivre. Laure pouvait à peine croire ce qu'elle entendait. Je ressens aussi quelque chose, admit-elle doucement. J'ai essayé de ne pas ressentir. Je sais que ce n'est pas approprié, que vous aimez toujours Béatrice, que je ne suis que... Vous n'êtes rien de seulement. Henri fit un pas vers elle. Vous êtes intelligente, gentille, résiliente. Vous voyez la beauté dans les vieux livres et les jardins sous la pluie. Vous apportez de la lumière aux endroits sombres. Et oui, j'aime toujours Béatrice, je l'aimerai toujours. Mais elle est partie il y a 10 ans, Laure, et j'ai réalisé quelque chose d'important. Aimer un souvenir, ce n'est pas vivre, c'est juste exister. Qu'est-ce que vous dites? Laure pouvait à peine respirer. Je dis que vous me faites peur, parce que pour la première fois depuis que j'ai perdu Béatrice, je veux quelque chose. Je veux mieux vous connaître. Je veux vous voir sourire davantage. Je veux découvrir ce qui vous rend heureuse, ce qui vous fait rire. Je veux... Il s'arrêta brusquement, secouant la tête. Mais c'est de la folie. Vous avez 18 ans. J'en ai 45.
Vous devriez fréquenter des jeunes de votre âge, construire votre propre vie, pas être coincé ici avec un veuf amer. Vous n'êtes pas amer, dit Laure avec véhémence, et je ne me sens pas coincé. Quant à l'âge. Elle hésita, puis continua avec courage. Béatrice n'était-elle pas beaucoup plus jeune que vous? Elle avait 21 ans quand nous nous sommes mariés. J'en avais 30. Alors, vous comprenez que l'âge n'est qu'un chiffre quand il y a une vraie connexion. Henri l'étudia de ses yeux sombres et intenses. Vous êtes dangereusement sage, Laure, ou simplement honnête sur ce que je ressens. Ils restèrent là, à quelques pas l'un de l'autre, l'air dense de choses non dites. Puis Henri recula. Je ne peux pas faire ça maintenant. Ce ne serait pas juste pour vous. J'ai besoin de réfléchir. J'ai besoin d'être sûr de ne pas juste compenser la solitude. Les mots firent mal, mais Laure comprit. D'accord, j'attendrai. Vous attendriez? Il semblait surpris. Pour quelqu'un qui me traite avec dignité, qui valorise ma pensée, qui me fait me sentir vivante. Oui, j'attendrai. Cette nuit-là, Henri ne se présenta pas au dîner. Madame Amélie dit qu'il avait demandé à manger dans son bureau, qu'il avait un travail important. Laure dîna seule, l'estomac noué, se demandant si elle en avait trop dit, si elle avait tout gâché. Elle retourna dans sa chambre tôt, s'assit sur le lit et prit la Bible de son père. Elle l'ouvrit à une page aléatoire et lut « Il y a un temps pour tout sous le ciel, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Est-ce mon temps d'être heureuse, papa ?» murmura-t-elle à la pièce vide. « Ou suis-je folle de m'accrocher à quelque chose d'impossible ?» Le père ne répondit pas, bien sûr, mais Laure se souvint de quelque chose qu'il avait l'habitude de dire. « Le courage n'est pas l'absence de peur, Laure. C'est faire ce qui doit être fait, malgré la peur. » Elle avait été courageuse en exprimant ses sentiments. Maintenant, elle devait être assez courageuse pour accepter n'importe quel résultat. Les jours suivants, une étrange routine s'installa. Pendant la journée, il travaillait dans la bibliothèque, comme toujours, conversant sur les livres, discutant des auteurs, partageant des opinions. C'était comme si la conversation sur les sentiments n'avait pas eu lieu, mais pendant les repas, il y avait une nouvelle tension, un poids non reconnu. Henri l'observait quand il pensait qu'elle ne s'en apercevait pas. Laure croisait son regard parfois, et il y avait quelque chose d'intense qui la faisait rougir, mais il ne mentionnait jamais ce qu'il avait dit, et Laure n'osait pas aborder le sujet. Une semaine après cette conversation, Laure cataloguait la dernière section de livres lorsqu'elle trouva quelque chose de différent. Ce n'était pas un livre, mais un journal relié en cuir marron, caché derrière d'autres volumes. La couverture portait un nom en lettres dorées fanées, Béatrice de Valois. Laure tint le journal de ses mains tremblantes. Devait-elle l'ouvrir? C'était une invasion de la vie privée. Mais s'il était là, dans la bibliothèque, c'était peut-être pour être trouvé. Le cœur battant fort, elle l'ouvrit à la première page. Janvier 1918. Henri m'a offert ce journal comme cadeau de mariage. Il a dit que je devrais enregistrer nos moments heureux pour que nous ne les oubliions jamais. Alors, je commence ici. Aujourd'hui, j'ai épousé l'homme le plus merveilleux du monde. Laure feuilleta les pages. Il y avait des entrées sur la vie de mariée, sur des voyages, sur des livres lus ensemble. Béatrice écrivait avec un amour évident, chaque mot dégoulinant d'affection pour Henri. C'était beau et douloureux à lire. Laure était sur le point de refermer le journal lorsqu'une entrée attira son attention. C'était de septembre 1918, quelques mois avant la mort de Béatrice. J'ai été chez le médecin aujourd'hui. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Mon cœur est faible, plus faible que nous ne le pensions. Il m'a donné peut-être 1 an, 2 au maximum. Je n'ai pas encore dit à Henri. Comment puis-je briser le cœur de l'homme que j'aime? Laure sentit les larmes monter. Béatrice savait. Elle savait qu'elle allait mourir. Elle continua à lire, incapable de s'arrêter. Octobre 1918, j'ai finalement dit à Henri. Il a pleuré. Mon mari fort et stoïque a pleuré dans mes bras comme un enfant. Il a dit qu'il ne pourrait pas vivre sans moi, mais je lui ai dit qu'il devait,
qu'il devait continuer à vivre, peut-être même aimer à nouveau. Il était furieux de cette suggestion, mais je dois planter cette graine. Je ne veux pas qu'il gaspille sa vie dans un deuil perpétuel. Laure essuya ses larmes, continuant à lire. Novembre 1918. Je deviens plus faible. Je passe la plupart de mes journées au lit maintenant, mais Henri me lit. Notre bibliothèque, notre sanctuaire est devenu mon réconfort final. Si je pouvais lui faire un dernier cadeau, ce serait celui-ci. Qu'il trouve quelqu'un qui aime cette bibliothèque autant que nous. Quelqu'un qui comprenne que les livres sont plus que du papier et de l'encre. Ce sont des âmes, des souvenirs, des vies. La dernière entrée était de décembre 1918, des semaines avant l'accident. Je sais que je n'ai pas beaucoup de temps. L'accident de calèche sera rapide, moins douloureux que la lente agonie de la maladie. C'est mieux ainsi. Mais si quelqu'un lit ceci un jour, s'il vous plaît, dites à Henri qu'il a été aimé complètement, absolument, sans réserve, et qu'il doit se permettre d'aimer à nouveau. Ce n'est pas une trahison de mon amour, c'est l'honorer. Car l'amour ne diminue pas quand il est partagé, il se multiplie. Laure ferma le journal, pleurant ouvertement maintenant. Béatrice n'était pas morte dans un accident. Elle s'était donné la mort pour épargner à Henri l'agonie de la voir s'éteindre, et elle avait laissé ce message, cette permission pour qu'il aille de l'avant. « Laure !» La voix d'Henri vint de la porte. « Vous pleurez. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Laure se retourna, serrant le journal. « J'ai trouvé le journal de Béatrice. » La couleur quitta son visage. « Vous l'avez lu ?»« Oui, désolé, je n'aurais pas dû. » Mais qu'a-t-elle dit? Sa voix était tendue. La vérité. Laure se leva, marcha vers lui, lui tendant le journal. Sur la maladie, sur l'accident qui n'était pas un accident, sur le fait que vous deviez avancer. Henri prit le journal de ses mains tremblantes, l'ouvrit à la dernière entrée et lut. Laure vit quand la compréhension le frappa, vit ses jambes fléchir. Il s'assit lourdement sur la chaise la plus proche, le journal tombant sur ses genoux. « Elle savait, murmura-t-il. Elle savait tout le temps, et elle ne m'a pas dit. Elle vous aimait trop pour vous faire souffrir en la voyant mourir lentement, dit Laure doucement, s'agenouillant à côté de la chaise. Et elle vous aimait trop pour vouloir que vous restiez prisonnier de son deuil. Henri regarda Laure, les yeux brillants de larmes non versées. 10 ans. J'ai passé 10 ans à me sentir coupable de ne pas l'avoir protégée dans cet accident, et tout le temps, c'était son choix pour vous épargner une plus grande douleur. Il ferma les yeux, et les larmes tombèrent, finalement. Laure ne réfléchit pas. Elle agit, se leva et l'étreignit, serrant sa tête contre son épaule, tandis qu'il pleurait des années de culpabilité, de douleur et de malentendus. Ils restèrent ainsi de longues minutes, jusqu'à ce que les larmes cessent. Henri se recula lentement, essuyant son visage du revers de la main. « Pardonnez-moi, je n'aurais pas dû perdre le contrôle ainsi. Vous en aviez besoin. » Laure était toujours agenouillée à côté de lui. « Vous avez gardé cela en vous trop longtemps. » Henri reprit le journal, relisant la dernière entrée. « Elle a dit que je devrais aimer à nouveau, que ce ne serait pas une trahison, et ce ne le serait pas. » Il regarda Laure avec une telle intensité qu'elle sentit l'air lui manquer. « Vous avez lu tout cela? Et vous êtes toujours là. Vous n'êtes pas parti en courant de la complexité du désordre émotionnel que je suis. Pourquoi partirais-je » Laure toucha légèrement sa main. « La complexité fait partie de l'être humain. Et vous n'êtes pas un désordre. Vous êtes quelqu'un qui a aimé profondément et perdu tragiquement. Cela ne vous brise pas. Cela vous rend humain. Laure. » Il tourna sa main, entrelaçant ses doigts avec les siens. « Vous êtes sûr que c'est ce que vous voulez? Je viens avec un passé, avec des souvenirs, avec... » « Nous venons tous avec un passé, » l'interrompit Laure. « Je viens avec des années d'abus, avec la peur de ne pas être assez bonne, avec des insécurités, mais peut-être que 2 personnes imparfaites peuvent construire quelque chose de beau ensemble. » Henri la tira plus près, jusqu'à ce qu'ils soient à quelques centimètres l'un de l'autre. « Vous êtes la personne la plus courageuse que je connaisse, ou la plus folle. »« Courageuse, » dit Laure avec un sourire tremblant. « Non.
Il toucha doucement son visage. Courageuse, absolument courageuse. Henri hésita un instant, ses yeux cherchant les siens, demandant silencieusement. Laure acquiesça presque imperceptiblement, et ce fut tout ce dont il eut besoin. Il se pencha et l'embrassa. C'était un baiser doux, hésitant, chargé d'années de solitude des deux côtés. Laure sentit quelque chose en elle éclore, quelque chose qu'elle avait cru mort après des années avec Carmen. C'était l'espoir, c'était la possibilité, c'était l'amour. Quand ils se séparèrent, tous deux respiraient irrégulièrement. Henri appuya son front contre le sien. « Cela change tout. Je sais. Les gens parleront. Un baron et sa bibliothécaire. Laissez-les parler. » Il rit. Un son authentique que Laure n'avait jamais entendu auparavant. « Vous êtes vraiment intrépide, n'est-ce pas? Quand il s'agit de quelque chose qui compte, oui. » Henri se leva, aidant Laure à faire de même. Il rangea soigneusement le journal de Béatrice dans le tiroir de la table. « Elle serait heureuse pour nous, vous savez. Elle a toujours voulu que je sois heureux. Alors, honorons-la en étant heureux. » Cette nuit-là, ils dînèrent ensemble comme toujours, mais tout était différent. Il y avait des touches subtiles, des regards qui s'attardaient, des sourires qui n'avaient pas besoin de mots. Madame Amélie le remarqua, bien sûr, et sourit à elle-même en servant le dessert. « Vous deux êtes différents aujourd'hui, » commenta-t-elle avec une lueur dans les yeux. « Nous le sommes. » Henri feignit l'innocence, mais le coin de sa bouche se courbait en un sourire. « Amélie posa la tarte aux pommes sur la table. « Eh bien, quoi qu'il en soit, c'est bon de revoir de la vie dans cette maison. Une vraie vie. » Après le dîner, Henri et Laure se promenèrent dans les jardins. La nuit était claire, avec des étoiles parsemant le ciel sombre. Laure n'avait jamais vu autant d'étoiles. Chez Carmen, on ne lui permettait jamais de sortir la nuit. « Regardez, » dit-elle en pointant du doigt, « c'est la constellation d'Orion. Vous connaissez les étoiles. Mon père m'a appris. Nous nous asseyions dans le jardin les soirs d'été et il me montrait les constellations. Il me racontait les histoires de la mythologie. » Henri l'attira plus près, son bras autour de ses épaules. « Il vous a fait tant de cadeaux, la lecture, la connaissance, la force, et vous m'avez donné quelque chose que je pensais avoir perdu pour toujours. » « Quoi ?» Laure le regarda. « Le sentiment que je peux être aimé pour qui je suis vraiment, pas pour qui quelqu'un veut que je sois. » Les semaines suivantes, Laure et Henri trouvèrent leur rythme. Pendant la journée, ils travaillaient dans la bibliothèque, le catalogage avançant constamment. Mais maintenant, il y avait des pauses pour des baisers volés entre les étagères, des mains qui se touchaient en cherchant le même livre, des rires partagés sur des passages amusants. Le soir, ils dînaient ensemble, puis se promenaient dans les jardins ou lisaient à la bibliothèque, assis côte à côte dans les fauteuils. Henri commença à lire à voix haute pour elle, comme il le faisait avec Béatrice, et Laure découvrit qu'elle adorait le son de sa voix récitant de la poésie. Mais tout n'était pas parfait. Laure se réveillait encore parfois, avec des cauchemars sur Carmen, sur le retour à cette cave froide. Et Henri avait des moments de mélancolie, quand quelque chose lui rappelait trop Béatrice. Une nuit, 1 mois après le baiser dans la bibliothèque, Henri fut particulièrement silencieux pendant le dîner. Laure le remarqua, mais ne dit rien jusqu'à ce qu'il soit seul dans la bibliothèque. « À quoi pensez-vous » demanda-t-elle doucement. Henri était près de la fenêtre, regardant la ville illuminée en contrebas. Aujourd'hui, cela fait 11 ans que Béatrice est morte. Laure s'approcha, posant sa main sur son dos. « Vous vous sentez coupable à cause de moi, de nous ?»« Un peu, » admit-il. « C'est étrange. Je vous aime, Laure. Je sais que je vous aime, mais je l'aime aussi toujours. Et parfois je me sens partagé. Vous pouvez aimer les deux, » dit Laure avec fermeté. « L'amour n'est pas une ressource finie. Le cœur humain est capable de s'étendre, d'aimer plusieurs personnes de différentes manières. Votre amour pour Béatrice ne diminue pas votre amour pour moi. Et vice-versa. » Henri se tourna vers elle, l'admiration dans les yeux. « Comme vous êtes sage. La souffrance enseigne. Et mon père disait que le cœur a plus de place que nous ne l'imaginons. » Il la tira dans une étreinte serrée. « Je vous aime.
J'ai besoin que vous le sachiez. J'aime votre force, votre gentillesse, votre intelligence. J'aime la façon dont vous voyez la beauté dans les choses simples. J'aime la façon dont vous me donnez envie d'être meilleur. Je vous aime aussi, murmura Laure contre sa poitrine. J'aime la façon dont vous me traitez avec dignité, dont vous valorisez ma pensée, dont vous me faites sentir que je mérite d'occuper une place dans le monde. Ils restèrent ainsi, enlacés dans la bibliothèque éclairée seulement par la lumière de la lune, entrant par les fenêtres, et Laure pensa que c'était l'endroit le plus sûr qu'elle ait jamais connu. 2 mois passèrent. Le catalogage de la bibliothèque était terminé, chaque livre enregistré, chaque étagère organisée. Laure avait créé un système efficace qui permettait de trouver n'importe quel volume en quelques secondes. La bibliothèque n'avait jamais été aussi bien entretenue. Un jour, pendant le déjeuner, Henri posa ses couverts et regarda Laure avec une expression sérieuse. « Nous devons parler de quelque chose d'important. » Le cœur de Laure s'emballa. « De quoi? De nous? De l'avenir ?» Il prit sa main sur la table. « Laure, vous savez que je vous aime, je sais que vous m'aimez, mais je ne peux pas continuer ainsi indéfiniment, avec vous vivant ici comme une employée, alors que vous êtes tellement plus que cela. Qu'est-ce que vous dites? Je dis que je veux que vous soyez ma femme. » Laure sentit l'air lui manquer. « Ma femme? Oui. » Henri serra sa main. « Je sais que c'est rapide. Je sais que les gens parleront, jugeront. Un baron de 45 ans, épousant une jeune femme de 18 ans, sans dot ni famille. Mais je me fiche de ce qu'ils pensent. Je me soucie de ce que je ressens, et je sens que vous êtes ma partenaire, mon égale, la personne avec qui je veux passer le reste de ma vie. » Des larmes commencèrent à couler sur le visage de Laure. « Vous êtes sûr? Sûr que vous ne le regretterez pas? » « Absolument. » Il se leva, s'agenouilla à côté de sa chaise. « Laure, voulez-vous m'épouser? Non pas parce que je vous ai sauvé de la situation avec Carmen, non par gratitude, mais parce que vous voulez sincèrement construire une vie à mes côtés. » Laure regarda cet homme qui lui avait donné de la dignité quand elle n'avait rien, qu'il avait traité avec respect quand personne d'autre ne le faisait, qu'il avait aimé malgré toutes les raisons de ne pas le faire. « Oui, » dit-elle, la voix étranglée par l'émotion. « Oui, je veux vous épouser, non par gratitude, mais parce que vous me rendez heureuse, parce que je vous aime d'une manière que je ne savais pas possible. » Henri la tira dans un baiser profond, plein de promesses et d'avenir. Quand ils se séparèrent, tous deux pleuraient et riaient en même temps. La nouvelle des fiançailles se répandit à Val-d'Or, comme une traînée de poudre. Les réactions furent mitigées. Certains félicitaient Henri d'aller enfin de l'avant. D'autres chuchotaient sur la différence d'âge, sur la commodité suspecte d'une jeune femme pauvre épousant soudainement un riche baron. Laure entendit les commentaires lorsqu'elle alla en ville avec Madame Amélie pour acheter des tissus pour sa robe de mariée. Des femmes de la bonne société la regardaient, avec un dédain déguisé, chuchotant derrière leurs éventails. « Calculatrice » entendit-on dire, « opportuniste » murmura une autre. Elle a dû séduire le pauvre homme quand il était vulnérable. Madame Amélie serra le bras de Laure. « Ignorez-les, elles sont jalouses parce que leur mari les traite comme des propriétés, pas comme des partenaires. » Mais les mots faisaient mal. Laure commença à douter. Et si elles avaient raison? Et si elle était vraiment juste une opportuniste? Et si Henri se réveillait un jour et réalisait qu'ils avaient commis une erreur? Cette nuit-là, Henri remarqua son agitation. Qu'est-ce qui s'est passé? Laure hésita puis raconta les commentaires en ville. Henri était furieux. Comment osent-elles? Elles ne vous connaissent pas, elles ne savent rien de nous. Mais et si elles ont raison? Laure recula. Et si je profite vraiment de vous? Et si vous remplissez juste le vide que Béatrice a laissé? Regardez-moi. Henri tint son visage entre ses mains. Pensez-vous que je me marierai à la légère, que je n'ai pas réfléchi à chaque aspect de cela? Laure, je vous choisis, non pas parce que j'ai besoin de combler un vide, mais parce que vous, spécifiquement vous, me rendez heureux. Votre pensée, vos opinions, votre façon de voir le monde, si ce n'était que pour ne pas être seul,
J'aurais pu choisir n'importe laquelle des riches veuves qui me poursuivent depuis des années. Il y a des veuves qui vous poursuivent. Laure ne put éviter une pointe de jalousie. Il sourit légèrement. Plusieurs, mais aucune ne m'a fait ressentir ce que vous me faites ressentir. Aucune ne comprenait mon amour pour les livres. Aucune ne me faisait rire. Aucune ne me défiait intellectuellement. Vous n'êtes pas une commodité, Laure. Vous êtes le choix, mon choix. Ces mots apaisèrent certaines des peurs de Laure, mais pas toutes. Et la différence d'âge, quand vous aurez 60 ans, je n'en aurai que 33. Quand vous aurez 70 ans, quand j'aurai 70 ans, vous en aurez 43. Et nous discuterons toujours de Machado de Assis et de Victor Hugo. L'âge n'est qu'un nombre, Laure. Ce qui compte, c'est ce que nous ressentons ensemble. Une semaine avant la date fixée pour le mariage, on frappa avec insistance à la porte de l'hôtel particulier. Madame Amélie ouvrit et revint avec une expression confuse. « Laure, il y a quelqu'un ici pour vous voir, votre belle-mère. » Laure se figea. « Carmen ici. Elle a dit ce qu'elle voulait ? » « Non, seulement qu'elle a besoin de vous parler d'urgence. » Laure descendit les escaliers, le cœur battant à tout rompre. Carmen était dans le salon, semblant plus petite et plus âgée que Laure ne s'en souvenait. Elle portait une robe noire usée et il y avait des rides d'amertume autour de sa bouche. Carmen. Laure garda ses distances. « Que faites-vous ici ? J'ai appris que vous allez épouser le baron. » Les petits yeux de Carmen brillaient de quelque chose de calculatrice. « Je suis venu vous féliciter. » « Je ne crois pas que vous soyez venu seulement pour cela. » Carmen sourit, mais c'était un sourire froid. « Vous avez toujours été perspicace. Très bien. Je suis venu vous proposer un accord. Vous me donnez une somme d'argent, disons 5 000 francs, et je sors de votre vie pour toujours, sans scandale, sans problème le jour du mariage. » Vous me faites chanter ? La colère monta dans la poitrine de Laure. Appelez cela comme vous voulez, mais réfléchissez. Voulez-vous vraiment que j'apparaisse au mariage, racontant à tous comment vous étiez une servante dans votre propre maison, comment vous dormiez à la cave, comment vous serviez à genoux ? Sortez. La voix d'Henri vint de la porte. Il entra dans la pièce, grand et imposant, avec une fureur contenue sur son visage. Sortez de ma maison maintenant. Carmen se tourna vers lui, essayant d'adoucir son expression. « Baron Henri, je voulais juste... » « J'ai tout entendu, chaque mot. » Henri marcha jusqu'à se tenir à côté de Laure, posant sa main protectrice sur son dos. « Vous avez maltraité une jeune fille pendant 5 ans, volé son héritage, sa dignité, et maintenant, vous venez ici pour essayer d'extorquer de l'argent. Sortez avant que je n'appelle les autorités. » « Vous ne comprenez pas, tenta Carmen. Je comprends parfaitement. Vous êtes une femme cruelle qui voit l'or comme une source de revenus, non comme un être humain. Mais c'est fini. L'or ne vous doit rien, absolument rien. » La maison était celle de son père, cria presque Carmen, le masque tombant finalement complètement. Elle a des droits. Si elle avait des droits, elle peut vous poursuivre en justice. Henri croisa les bras. Mais je vous suggère de ne pas essayer. J'ai d'excellents avocats qui adoreraient enquêter sur la façon dont vous avez obtenu cette maison sans testament valide. J'imagine que nous trouverions des irrégularités. Carmen pâlit, regarda d'Henri alors, vit qu'il n'y avait aucune brèche, aucune faiblesse à exploiter. Vous le regretterez. La seule personne qui regrettera ici, c'est vous, dit Laure d'une voix ferme, parce que vous avez eu 5 ans pour me traiter avec dignité, 5 ans pour être la mère que vous avez promis d'être, mais vous avez choisi la cruauté. Maintenant, vivez avec les conséquences. Sortez et ne revenez jamais. Carmen sortit furieuse, claquant la porte. Laure sentit ses jambes trembler et Henri l'assura. « Tout va bien, elle est partie. »« Elle trouve toujours un moyen de me faire me sentir petite, » murmura Laure. « Non. » Henri la tourna pour la regarder. « Vous avez été magnifique. Ferme, digne, forte, elle n'a plus de pouvoir sur vous, aucun. » Laure l'étreignit fortement, laissant les larmes couler. Ce n'étaient pas des larmes de peur ou de tristesse, mais de libération.
Ce chapitre de sa vie était enfin définitivement clos. Quant à la maison de votre père, dit Henri après qu'elle se soit calmée, je peux demander à mes avocats d'enquêter si c'est la vôtre de droit. Non, je ne veux pas, l'interrompit Laure. Cette maison est maintenant pleine de mauvais souvenirs. Laissez Carmen la garder. Mon avenir est ici avec vous. Il lui embrassa le front. Comme vous préférez, mais sachez que vous n'aurez plus jamais à craindre personne. Je vous protège maintenant, et vous me protégez aussi. Comment je vous protège? Vous me protégez de la solitude, de l'amertume, de me perdre dans les souvenirs. Vous m'ancrez dans le présent, me donnez des raisons de sourire. C'est une forme puissante de protection. Cette nuit-là, Laure dormit profondément pour la première fois depuis l'annonce du mariage. Carmen avait été le dernier démon du passé et maintenant même ce démon était exorcisé. Les derniers jours avant le mariage passèrent dans un tourbillon de préparatifs. La robe de mariée fut confectionnée par Madame Rose en soie blanche avec de la dentelle délicate, simple mais élégante. Il y aurait une petite cérémonie dans la chapelle de l'hôtel particulier, avec seulement des amis proches et des employés. Henri insista pour inviter le prêtre qui l'avait marié à Béatrice, et Laure accepta. Il était important d'honorer le passé tout en construisant l'avenir. La veille du mariage, Laure et Henri dînèrent ensemble pour la dernière fois en tant que fiancés. Le lendemain, ils seraient mari et femme. « Nerveuse ?» demanda Henri. « Un peu. Et vous ?»« Aussi, mais c'est une nervosité. Bonne. Anticipation. »« Non, peur. » Laure sourit. « Anticipation. J'aime ce mot. » Laure. Henri prit sa main sur la table. « Je veux que vous sachiez quelque chose. Quoi qu'il arrive demain, dans les années à venir, dans les décennies à venir, vous serez toujours mon égal, ma partenaire. Cette maison est autant la vôtre que la mienne. Chaque décision, chaque choix, nous les ferons ensemble. Merci de me voir ainsi, comme une partenaire, pas une propriété. C'est la seule façon que je connaisse d'aimer. » Laure se réveilla le jour de son mariage avec le soleil entrant par la fenêtre. C'était un beau samedi de juillet, le ciel bleu sans nuages, l'air frais, mais pas froid. Parfait. Madame Amélie entra dans la chambre, portant un plateau avec le petit déjeuner. « Jour important, ma chère, vous devez bien manger. »« Je peux à peine manger, je suis si nerveuse. »« C'est naturel. » Amélie s'assit sur le lit à côté d'elle. « Mais c'est une nervosité heureuse. Je vois comment il vous regarde, Laure. Cet homme vous aime de toutes les fibres de son être. Je sais, cela semble encore irréel parfois. Il y a 6 mois, je dormais dans une cave, traité comme rien. Maintenant, vous êtes sur le point d'épouser un homme merveilleux et de devenir la maîtresse de cette belle maison. » Amélie serra sa main. « Vous méritez chaque parcelle de ce bonheur. » Après le café, vinrent les préparatifs. Le bain parfumé, les cheveux coiffés et attachés en un chignon élégant, avec quelques boucles lâches encadrant le visage. Maquillage léger, juste assez pour rehausser ses yeux marrons, et enfin, la robe. Laure se glissa dans la soie blanche, et Amélie ferma les boutons du dos. Quand elle se regarda dans le miroir, elle reconnut à peine la jeune femme qui la regardait en retour. Ce n'était pas la jeune fille effrayée de la cave. C'était une femme magnifique, forte, sur le point de commencer une nouvelle vie. « Parfaite !» murmura Amélie avec des larmes aux yeux. « Absolument parfaite. » À 15 heures, Laure descendit les escaliers. La chapelle de l'hôtel particulier se trouvait au rez-de-chaussée, une pièce convertie en un petit espace sacré, avec des bancs en bois, un autel simple et des vitraux colorés aux fenêtres. Il y avait des fleurs partout, des roses blanches et des lys. Les invités étaient déjà assis. Ils n'étaient pas nombreux, peut-être 20 personnes, des domestiques de la maison, quelques voisins proches, l'avocat d'Henri, et à l'hôtel l'attendait Henri. Il portait un costume sombre, impeccable, un gilet gris, une cravate noire. Ses cheveux étaient coiffés en arrière, mais Laure pouvait voir ses mains légèrement tremblantes le long de son corps. Il était nerveux aussi. Quand leurs yeux se croisèrent, tout le reste disparut.
Il n'y avait pas d'invités. Il n'y avait pas de chapelle, il n'y avait pas de monde, juste eux deux, connectés à travers l'espace, à travers le temps, à travers toutes les douleurs qui les avaient amenés là. Laure marcha dans l'allée sans personne pour la donner parce qu'elle n'appartenait à personne pour être donnée. Elle marchait par son propre choix vers l'homme qu'elle avait choisi, vers l'avenir qu'ils construiraient ensemble. Henri tendit la main quand elle arriva à l'autel et Laure la prit. Sentant la fermeté et la chaleur, le prêtre commença la cérémonie, mais Laure entendait à peine les mots. Elle était concentrée sur Henri, sur la façon dont il la regardait, comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. Vint le moment des vœux. Le prêtre se tourna vers Henri. « Monsieur Henri de Valois, acceptez-vous Laure comme votre épouse légitime, pour l'aimer et la respecter dans la joie et dans la peine, dans la santé et dans la maladie, jusqu'à ce que la mort vous sépare. »« J'accepte, » dit Henri d'une voix ferme, ses yeux ne quittant jamais ceux de Laure. « De toute mon âme, j'accepte. » Le prêtre se tourna vers Laure. « Mademoiselle Laure, acceptez-vous Henri de Valois comme votre époux légitime, pour l'aimer et le respecter dans la joie et dans la peine, dans la santé et dans la maladie, jusqu'à ce que la mort vous sépare. »« J'accepte, » dit Laure, la voix étranglée par l'émotion. « De tout mon cœur, j'accepte. » Alors, par les pouvoirs qui m'ont été conférés par la Sainte Église, je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. » Henri tira doucement Laure vers lui et l'embrassa. Un baiser plein de promesses, d'amour, d'avenir. Les invités applaudirent, mais le couple s'en rendit à peine compte, perdus l'un dans l'autre. Quand ils se séparèrent, tous deux avaient les larmes aux yeux. « Ma femme, » murmura Henri. « Mon mari, » répondit Laure, testant les mots. Il sonnait bien, il sonnait juste. La réception fut simple, mais joyeuse. Il y eut de la nourriture, de la musique, des danses. Laure dansa avec Henri, avec Madame Amélie, même avec le vieux jardinier qui s'occupait des jardins depuis 30 ans et pleurait ouvertement de bonheur. Le soir, quand les invités partirent, Laure et Henri furent enfin seuls. Il la mena par la main jusqu'au 2e étage, mais pas dans sa chambre, dans la bibliothèque. « Je voulais vous montrer quelque chose, » dit-il en allumant les bougies. La bibliothèque brillait sous la lumière douce et dansante. Henri la guida jusqu'à la table centrale où il y avait un paquet. « Votre cadeau de mariage. » Laure l'ouvrit avec soin. C'était un livre relié en cuir vert foncé avec son nom gravé en doré sur la couverture. « Laure de Valois. »« C'est un journal, » expliqua Henri, comme celui que Béatrice avait. « J'ai pensé que vous voudriez peut-être enregistrer notre histoire, nos moments, pour que nous ne les oublions jamais. » Laure serra le livre contre sa poitrine, trop émue pour parler. Quand elle y parvint enfin, elle dit « C'est parfait. Merci. » « Il y a quelque chose d'écrit sur la première page, » dit Henri doucement. Laure l'ouvrit et découvrit une écriture élégante. Il avait écrit « À mon aimée Laure, vous m'avez appris qu'il est possible d'aimer à nouveau, que les cœurs brisés peuvent guérir, qu'il y a de la beauté après la douleur. Merci de m'avoir choisi, de m'avoir accepté avec tout mon passé, de construire avec moi un avenir, que ce journal garde nos moments heureux et qu'ils soient nombreux. Avec tout mon amour, Henri. » Laure essuya ses larmes, souriant à travers elles. « Vous me rendez si heureux. »« C'est le plan, » dit Henri, l'attirant dans une étreinte. « Vous rendre heureux chaque jour pour le reste de nos vies. » Ils restèrent ainsi, enlacés parmi les étagères de livres, entourés des mots et des histoires qui les avaient unis. Ensuite, Henri la mena à sa chambre, maintenant la leur. C'était un espace vaste, avec un grand lit, des meubles en bois sombre, des fenêtres qui donnèrent sur les montagnes. Il y avait des fleurs fraîches dans les vases, des bougies allumées. Tout était préparé pour cette première nuit. Laure était nerveuse, bien sûr, mais quand Henri l'embrassa avec tendresse, quand il la tint avec soin et révérence, toute peur s'évapora. Il n'y avait que l'amour, juste deux cœurs trouvant enfin leur foyer, l'un dans l'autre. Le lendemain matin, Laure se réveilla, blottie dans des draps doux, le bras d'Henri autour de sa taille. La lumière du soleil entrait par les fenêtres, illuminant la chambre d'une lueur dorée. Elle se tourna avec précaution pour observer son mari endormi.
Il semblait plus jeune ainsi, les rides de souci de son visage adouci, les lèvres légèrement courbées en quelque chose qui pourrait être un sourire. Laure toucha doucement son visage, traçant la ligne de sa mâchoire. Et Henri ouvrit les yeux. « Bonjour, ma femme », murmura-t-il, la voix rauque de sommeil. « Bonjour, mon mari. » Il la tira plus près, embrassant son front. « Comment avez-vous dormi ?»« Mieux que jamais. Et vous ?» De même, Henri entrelaça ses doigts dans ses cheveux. « Je ne veux pas quitter ce lit. Pouvons-nous rester ici pour toujours ?» Laure rit. Madame Amélie montera éventuellement pour vérifier si nous sommes vivants. Vrai, elle a cette tendance. Il soupira dramatiquement. Eh bien, je suppose que nous devons commencer notre vie de mariés correctement avec un petit déjeuner. Ils s'habillèrent et descendirent ensemble. Madame Amélie était déjà dans la cuisine, préparant un petit déjeuner spécial. Quand elle les vit entrer, elle sourit largement. « Bonjour, jeune marié. Comment allez-vous ?»« Merveilleusement bien, » dit Henri, tirant une chaise pour Laure avant de s'asseoir à côté d'elle. Le petit déjeuner fut joyeux, rempli de conversations et de projets. Ils discutèrent de la rénovation d'une des chambres vides en bureau pour Laure, de la plantation de nouvelles fleurs dans le jardin, de la commande de plus de livres pour la bibliothèque. « Nous avons toute une vie devant nous, » dit Henri, tenant la main de Laure sur la table, « et nous la remplirons de tout ce qui nous rend heureux. » Les mois suivants furent faits d'adaptation et de bonheur. Laure assuma son rôle de maîtresse de maison, mais d'une manière différente des épouses traditionnelles de l'époque. Elle ne se contentait pas de superviser les employés et d'organiser des dîners mondains. Elle continua à travailler à la bibliothèque, l'élargissant maintenant avec de nouveaux volumes, créant un système de prêt pour les habitants de la ville qui voulaient lire. « Les livres ne doivent pas rester enfermés », dit-elle à Henri, lorsqu'elle proposa l'idée. « Ils devraient être partagés, vécus. » Henri acquiesça immédiatement. Béatrice dirait la même chose. Nous allons transformer une partie de la bibliothèque en espace public. 2 fois par semaine, les gens pourront venir choisir des livres. L'initiative fut un succès. Les jeunes de la ville venaient choisir des romans. Les étudiants venaient chercher des livres d'histoire et de sciences. Même certaines dames de la société qui chuchotaient auparavant sur Laure apparaissaient, attirées par l'impressionnante collection. Laure recevait tout le monde avec gentillesse, recommandant des livres, discutant d'histoire, partageant l'amour de la lecture que son père lui avait enseigné. Peu à peu, l'opinion publique à son sujet changea. Elle n'était plus l'opportuniste qui avait séduit le baron, mais la baronne cultivée qui avait apporté la culture à Val-d'Or. Henri observait tout avec fierté. « Vous transformez cette maison en quelque chose de plus grand que nous, » dit-il un soir. « Vous créez un héritage. »« Nous créons, » corrigea Laure, « ensemble. » Ils établirent également leur propre tradition. Chaque vendredi soir, ils dînaient à la bibliothèque, entourés des livres, se lisant mutuellement des passages préférés. Chaque dimanche matin, ils se promenaient dans les jardins avant le petit déjeuner, discutant des projets de la semaine. Et chaque soir, avant de s'endormir, allongés dans leur lit, ils partageaient quelque chose pour lequel ils étaient reconnaissants ce jour-là. « Je suis reconnaissant pour vous », disait Henri fréquemment. « Je suis aussi reconnaissante pour vous », répondait Laure, « pour tout ce que vous m'avez donné. Non seulement le confort matériel, mais la dignité, le but, l'amour. » La vie n'était pas parfaite. Henri avait de mauvais jours, où le souvenir de Béatrice pesait davantage. Laure avait des moments où les insécurités revenaient, où elle se demandait si elle méritait vraiment tant de bonheur. Mais ils apprirent à traverser ces tempêtes ensemble avec honnêteté et patience. Le mariage, ce n'est pas être toujours heureux, dit Henri un jour après une discussion sur les rénovations de la maison. C'est choisir de travailler ensemble à travers les défis. C'est pardonner, comprendre, grandir. Laure acquiesça. C'est être partenaire même quand c'est difficile. Et ils étaient partenaires à tous égards. Henri consultait Laure sur les décisions d'affaires, valorisant sa perspective. Laure consultait Henri sur la bibliothèque, appréciant son expérience. Ils étaient égaux, comme il l'avait promis.
1 an après le mariage, Laure découvrit qu'elle était enceinte. La nouvelle la remplit de joie et de terreur à parts égales. Elle serait mère, elle élèverait un enfant. Elle aurait la chance de faire différemment de ce que Carmen avait fait. Quand elle le dit à Henri, il resta silencieux pendant de longues secondes. Laure commença à s'inquiéter, mais elle vit alors les larmes dans ses yeux. « Un enfant, murmura-t-il, nous allons avoir un enfant. Vous êtes heureux ?» Laure avait besoin de savoir. « Je suis terrifié et euphorique à la fois. » Il l'étreignit doucement. « Avec Béatrice, nous n'avons jamais pu. Elle est morte avant que nous puissions penser aux enfants. Je pensais que cette chance était passée pour toujours. Et maintenant, avec vous, tout semble à nouveau possible. » La grossesse se déroula sans encombre. Laure continua à travailler à la bibliothèque jusqu'à son 7e mois, quand Henri insista pour qu'elle se repose davantage. Elle se plaignit, disant qu'elle était parfaitement capable, mais elle apprécia secrètement d'avoir le temps de préparer la chambre du bébé, de lire des livres sur la maternité, de simplement s'asseoir dans le jardin et de sentir la vie grandir en elle. Henri était extrêmement attentif. Parfois, Laure devait lui rappeler qu'elle n'était pas faite de verre. « Je peux marcher seule jusqu'à la bibliothèque », disait-elle en riant quand il insistait pour la porter en haut de l'escalier. « Je sais, mais laissez-moi vous gâter. » Un après-midi de printemps, 9 mois après avoir découvert sa grossesse, Laure sentit les premières contractions. Henri paniqua complètement, courant dans la maison, appelant Madame Amélie, le médecin, trébuchant sur ses propres pieds. « Henri !» dit Laure calmement, même à travers la douleur. « Respirez, tout va bien. »« Tout va bien? Vous avez un bébé? Comment tout pourrait-il aller bien? » Parce que c'est naturel, les femmes font ça depuis des milliers d'années. L'accouchement dura 8 heures. Ce furent 8 heures de douleur intense, mais aussi de force que Laure ne savait pas qu'elle possédait. Et quand ils entendirent finalement le cri du bébé, quand la sage-femme plaça l'enfant dans les bras de Laure, toute la souffrance fut oubliée. « Une petite fille », annonça la sage-femme avec un sourire, « en pleine santé et magnifique. » Laure regarda sa fille, cette petite créature parfaite, avec des yeux sombres et une touffe de cheveux châtains. « Bonjour, petite », murmura-t-elle. « Je suis votre mère. » Henri était au chevet, pleurant ouvertement. « Elle est parfaite, absolument parfaite. Comment allons-nous l'appeler » demanda Laure. Henri regarda sa fille, puis sa femme. « Béatrice, si cela ne vous dérange pas, ce serait une façon d'honorer... »« Non, Béatrice, » interrompit Laure doucement. « Elle mérite son propre nom, sa propre identité. Mais que diriez-vous d'Hélène? C'était le nom de ma mère. » Les yeux d'Henri se remplirent de larmes à nouveau. « Hélène est parfait. Hélène de Valois. » Hélène grandit entourée d'amour et de livres. À 2 ans, elle feuilletait déjà les volumes de la bibliothèque, fascinée par les images. À 4 ans, Laure commença à lui apprendre les lettres, comme son propre père l'avait fait. À 6 ans, Hélène lisait déjà de petites histoires toute seule. « Elle a votre intelligence », disait Henri avec fierté. « Et votre entêtement », rétorqua Laure avec un sourire. Ils eurent 2 autres enfants les années suivantes, Michel, né 2 ans après Hélène, puis Sophie, la plus jeune. La maison, si silencieuse et mélancolique pendant si longtemps, débordait maintenant des rires d'enfants, de jeux dans les jardins, d'histoires lues avant le coucher. Laure regardait sa vie et pouvait à peine croire à la transformation. 10 ans auparavant, elle était une jeune fille dormant dans une cave, sans espoir, sans avenir. Maintenant, elle était mère de 3 enfants, épouse aimée, respectée dans la communauté. Un après-midi, alors qu'elle observait Henri jouer avec les enfants dans le jardin, Madame Amélie s'approcha de Laure. « Vous lui avez fait du bien, vous savez. Vous lui avez ramené la joie. »« Il m'a fait du bien aussi, » répondit Laure. « Il m'a sauvé. »« Vous vous êtes sauvés mutuellement, » corrigea Amélie sagement. « C'est ainsi que fonctionne le véritable amour. » Cette nuit-là, après que les enfants furent endormis, Laure et Henri s'assirent dans la bibliothèque comme ils le faisaient tous les vendredis. Laure prit le journal qu'il lui avait offert comme cadeau de mariage, maintenant rempli d'entrées sur les années passées.
Vous vous souvenez de ce que vous avez écrit sur la première page ?» demanda-t-elle, « que vous m'avez appris qu'il est possible d'aimer à nouveau. » Et vous aviez raison. Laure toucha doucement son visage. « Mais vous m'avez aussi appris quelque chose. Vous m'avez appris que le mérite n'est pas quelque chose qui doit être gagné par la souffrance, que la gentillesse existe, que je peux être aimé simplement pour qui je suis. » Henri la tira dans un doux baiser. « Vous avez toujours été digne d'amour, Laure. Il fallait juste quelqu'un pour vous le montrer. Et vous aviez besoin de quelqu'un pour vous montrer qu'avancer n'est pas une trahison. » Touchés, ils restèrent là, enlacés parmi les livres qui les avaient unis, écoutant le silence tranquille de la maison maintenant pleine de vie. Henri avait 55 ans maintenant, Laure seulement 28, mais l'âge n'avait pas d'importance. Ce qui importait, c'était le présent qu'ils avaient construit ensemble, l'avenir qu'ils promettaient à leurs enfants, l'amour qui grandissait chaque jour. 20 ans plus tard, Laure marchait dans la bibliothèque, maintenant âgée de 48 ans. Ses cheveux châtains avaient des mèches grises et il y avait de douces rides autour de ses yeux, des rides de sourire, pas de souffrance. Elle touchait les dos des livres avec familiarité, connaissant chaque volume, chaque histoire. La bibliothèque publique qu'elle avait créée avait prospéré. Des gens venaient maintenant des villes voisines pour utiliser la collection. Hélène, maintenant âgée de 22 ans, aidait à la gérer, portant l'amour de sa mère pour les livres. Michel étudiait le droit à Paris, comme son père l'avait fait. Sophie, à 16 ans, écrivait des poésies et rêvait de les publier un jour. Henri avait 65 ans maintenant, plus lent mais toujours fort, toujours aussi amoureux de sa femme que le premier jour. Il dînait toujours à la bibliothèque tous les vendredis, se promenait toujours dans les jardins tous les dimanches, partageait toujours leur gratitude chaque soir. « À quoi pensez-vous » Henri entra dans la bibliothèque, 2 tasses de thé à la main. Laure prit une tasse en souriant. À quel point la vie est étrange, comment un moment peut tout changer. Vous faites référence au jour où je suis allé chercher une bibliothécaire. Oui, ce jour-là a tout changé. Il a changé tout mon destin. Henri s'assit à côté d'elle dans le fauteuil. Il a changé le mien aussi. Je ne faisais qu'exister, Laure. Vous m'avez fait revivre. Nous l'avons fait l'un pour l'autre. Ils restèrent dans un silence confortable, sirotant le thé, observant par les fenêtres le coucher de soleil peindre les montagnes d'orange et de rose. Laure pensa au voyage de la cave froide à l'hôtel particulier chaleureux, de l'humiliation à la dignité, de la solitude à l'amour abondant. « Avez-vous des regrets ?» demanda Henri soudainement. Laure réfléchit. « Aucun, pas même des mauvaises années, car elles m'ont mené jusqu'ici, jusqu'à vous, jusqu'à notre famille. » Sage comme toujours. Il embrassa sa tempe. « Moi non plus, je n'ai aucun regret, pas même de la douleur, car elle m'a préparé à apprécier ce que nous avons. » Cette nuit-là, Laure ouvrit son journal et écrivit la dernière entrée avant de commencer un nouveau volume. 20 ans de mariage aujourd'hui, 20 ans depuis que j'ai choisi le courage au lieu de la peur, l'amour au lieu de la sécurité, la possibilité au lieu de la résignation. Si je pouvais parler à cette jeune fille de 18 ans dans la cave, je lui dirais « Tiens bon, la douleur ne dure pas éternellement, l'obscurité n'est pas la fin, la lumière attend, l'amour attend, la vie attend. » Henri m'a donné de la dignité quand je n'avais rien, mais j'ai réalisé quelque chose d'important. Il ne m'a pas sauvé, il m'a tendu la main, mais j'ai choisi de la prendre. J'ai choisi de croire que je méritais plus. J'ai choisi d'être courageuse, et ce choix a fait toute la différence. Ma belle-mère m'a utilisée comme servante, oui, mais le baron veuf ne m'a pas seulement sauvée. Ensemble, nous avons découvert que l'amour le plus vrai est celui qui nous permet d'être totalement nous-mêmes, imparfaits, parfois effrayés, mais toujours, toujours ensemble. C'est notre histoire, et elle n'est pas encore terminée, avec un amour et une gratitude infinie. Laure de Valois. Laure ferma le journal, le rangea sur l'étagère à côté du journal de Béatrice. 2 femmes, 2 histoires, toutes 2 faisant partie du même héritage d'amour.
Puis elle prit la main d'Henri, et ensemble ils marchèrent vers leur chambre, pour une autre nuit dans une vie pleine d'elle, pour un autre jour demain, pour tous les jours à venir, car c'est la vérité sur les fins heureuses. Elles ne se produisent pas d'un coup, elles se construisent jour après jour, choix après choix, un acte de courage et d'amour à la fois, et le leur était vrai, durable et absolument leur. Si cette histoire a touché votre cœur, laissez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Partagez dans les commentaires le moment qui vous a le plus ému. Et rappelez-vous, peu importe à quel point votre situation actuelle semble sombre, il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours la possibilité de changement, d'amour, d'un nouveau départ. N'abandonnez jamais.